Dernier souhait. Un prisonnier condamné à la chaise électrique demande à parler avec sa fille quelques instants avant son exécution. Lorsque la fille remet une lettre au juge, tout le monde dans la salle d'audience est terrifié par ce qui est écrit. Le soleil se levait paresseusement sur le garage automobile de Jean Miller, un établissement modeste mais respecté au sein de la communauté locale. Les outils, méticuleusement organisés sur les murs usés, reflétaient les premiers rayons dorés filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses. Jean, un homme de 45 ans aux yeux bienveillants et aux mains calleuses, endurci par des années de travail, était déjà plongé dans sa routine matinale, penché sur le moteur d'une vieille voiture. Son uniforme bleu, taché de graisse et marqué par les années d'usure, racontait silencieusement l'histoire de d'innombrables heures consacrées à l'artisanat qu'il avait appris de son père. Les murs du garage, ornés d'affiches techniques et de certificats, présentaient une collection de photographies révélant des fragments de sa vie, des moments avec des clients satisfaits, des récompenses locales pour le service communautaire, et de manière plus proéminente, des portraits de sa famille. L'aube au garage apportait toujours une procession familière de clients, dont beaucoup connaissaient Jean depuis des années. Madame Thompson, une veuve de 65 ans qui comptait sur sa vieille berline pour emmener ses petits-enfants à l'école, était une présence constante. Jean refusait de la facturer pour les réparations de sa voiture lors de ses 3 dernières visites, connaissant les difficultés qu'elle avait rencontrées depuis le décès de son mari. Cette générosité n'était pas une exception, mais un schéma qui se répétait souvent, surtout avec les personnes âgées et les familles en difficulté financière. La communauté le connaissait non seulement comme le mécanicien le plus fiable de la région, mais aussi comme quelqu'un qui valorisait les personnes avant le profit, une qualité rare de nos jours dans un monde de plus en plus impersonnel. Son garage était devenu un lieu de rassemblement où les gens pouvaient compter sur une oreille attentive et une main secourable. L'après-midi, Jean se trouvait chez lui, une maison modeste mais chaleureuse, résonnant des souvenirs de son épouse décédée. La cuisine, cœur de la maison, était l'endroit où ses filles, Emma, 9 ans, et Lisa, 16 ans, l'attendaient généralement après l'école. L'arôme du café fraîchement préparé et des sandwichs nouvellement faits emplissait l'air, une tentative de Lisa pour recréer la chaleur que leur mère apportait autrefois. Les murs de la cuisine racontaient l'histoire de la famille à travers des photographies, le mariage de Jean, la naissance de ses filles, les anniversaires, les diplômes et des moments spéciaux qui semblaient maintenant appartenir à une vie différente depuis le décès de sa femme il y a 3 ans. Jean jonglait entre 2 emplois pour maintenir le confort de ses filles, surtout pour s'assurer qu'elles ne manquaient jamais d'amour dans leur vie. Sa relation avec Lisa devenait de plus en plus difficile à mesure qu'elle entrait dans l'adolescence, alternant entre des moments de maturité surprenante, lorsqu'elle aidait à s'occuper de sa sœur cadette et gérait les tâches ménagères, et des épisodes de rébellion typiques de son âge. Jean se retrouvait souvent éveillé tard dans la nuit, réfléchissant aux choix qu'il avait faits en tant que père célibataire, se demandant s'il était trop strict ou trop indulgent, hanté par la peur de perdre ses filles, que ce soit par de mauvaises influences ou les dangers du monde. Emma, en revanche, faisait preuve d'une sagesse au-delà de ses années, agissant souvent comme un pont entre son père et sa sœur aînée, même si ses yeux portaient une tristesse qu'aucun enfant ne devrait connaître. Les soirées au garage étaient différentes. Le deuxième quart de travail apportait un calme particulier, brisé seulement par le doux bourdonnement de la radio et le cliquetis occasionnel des outils. C'est durant ces heures solitaires que Jean se permettait de laisser ses pensées vagabonder vers sa femme, se remémorant les plans qu'ils avaient faits ensemble et comment la vie avait pris une tournure si différente. Le travail de nuit était nécessaire pour compléter ses revenus, surtout avec les dépenses croissantes liées à l'éducation de ses 2 filles, mais il servait aussi de thérapie, une solitude productive où il pouvait traiter ses pensées et ses inquiétudes. C'est lors d'une de ces nuits réfléchies que le destin choisit de complètement bouleverser le cours de sa vie, bien qu'il n'en soit pas encore conscient. Le silence du garage fut brutalement brisé par le bruit strident des sirènes à travers les fenêtres embuées. Des lumières rouges et bleues commencèrent à danser sur les murs, projetant des ombres fantomatiques parmi les outils. Jean laissa tomber la clé à molette qu'il tenait, le cœur battant alors qu'il tentait de comprendre ce qui se passait. En quelques secondes, la porte du garage fut violemment ouverte et une équipe de policiers lourdement armés fit irruption. Leurs lampes torchées tranchaient l'obscurité comme des lames de lumière, les cris des policiers et les mains que l'on pouvait voir résonnaient dans l'espace, transformant le sanctuaire nocturne de Jean en un cauchemar chaotique. Ses mains encore tachées de graisse tremblaient alors qu'il les levait lentement, son esprit embrouillé par la confusion et la peur. L'interrogatoire initial eut lieu directement dans le garage qui avait longtemps été son refuge. Les détectives, en costumes impeccables contrastant fortement avec le cadre ouvrier, bombardèrent Jean de questions sur son alibi de la nuit précédente.
Des mots comme homicide et preuves médico-légales flottaient dans l'air comme un brouillard toxique. Les enquêteurs fouillaient méthodiquement chaque recoin du garage. Jean regardait, stupéfait, sa vie se renverser devant ses yeux. Les outils étaient catalogués comme preuves potentielles, des photographies de tâches apparemment insignifiantes étaient prises et chaque document était scruté avec une minutie troublante. L'odeur familière d'huile et de métal semblait maintenant étouffante, mêlée à la tension et à la peur qui emplissait la pièce. La réalité de la situation frappa Jean comme un coup de poing à l'estomac lorsque les menottes furent placées autour de ses poignets. Le métal froid contre sa peau semblait drainer toute la chaleur de son corps, ne laissant qu'un vide glacé dans sa poitrine alors qu'il était conduit hors du garage. Ses pensées ne portaient pas sur le crime dont il était accusé, mais sur ses filles dormant chez elles, ignorantes que leur vie allait bientôt s'effondrer. La marche jusqu'à la voiture de police semblait une éternité, chaque pas résonnant comme un marteau frappant son destin. Les lumières clignotantes des voitures de police continuaient d'illuminer la scène, attirant maintenant l'attention des voisins qui commencèrent à se rassembler sur leur porche, certains encore en tenue de nuit, tous témoins du moment où le respecté Jean Miller était emmené comme un criminel ordinaire. Au commissariat, la réalité de l'accusation fut révélée dans toute son horreur. Un meurtre brutal avait eu lieu la nuit précédente et toutes les preuves pointaient vers Jean, assis dans la froide salle d'interrogatoire. Il écouta, choqué, le détective en chef détailler les preuves. Empreintes digitales trouvées sur la scène du crime, témoins affirmant l'avoir vu dans les environs et ce qui semblait être du sang sur un de ses outils. Les mots du détective semblaient distants et surréalistes, comme s'il décrivait un film dont Jean n'avait aucun rôle. Son esprit oscillait entre l'incrédulité et la terreur grandissante de ce que cela signifierait pour ses filles. L'avocat commis d'office murmura des conseils à son oreille, mais Jean avait à peine pu les assimiler. Ses pensées étaient fixées uniquement sur l'image d'Emma et Lisa se réveillant pour découvrir que leur père avait été arrêté. À l'aube, Jean fut retrouvé en cellule par Down, non pas avec la promesse d'un nouveau jour, mais avec la cruelle réalité de sa situation. À travers la petite vitre-barre, il pouvait voir le soleil se lever, le même soleil qui le saluait habituellement lorsqu'il ouvrait son garage pour une nouvelle journée de travail honnête. Le bruit métallique des portes de prison s'ouvrant et se fermant, les voix des gardiens et les cris occasionnels des autres détenus formaient une symphonie désagréable qui semblait à la fois distante et douloureusement réelle. Ses mains, maintenant propres de graisse mais marquées par l'encre des empreintes digitales, agrippaient les barreaux de sa cellule tandis que son esprit tentait désespérément de trouver une explication, une échappatoire, quelque chose qui pourrait donner un sens à ce cauchemar devenu sa réalité. Les nouvelles de l'arrestation de Jean Miller se répandirent dans la communauté comme une traînée de poudre, transformant rapidement la vie de ses filles en un tourbillon de chaos et de désespoir. Lisa se réveilla au son de frappements insistants à la porte. C'était l'assistante sociale accompagnée de policiers, venue l'informer que leur père avait été arrêté et que les filles devraient être temporairement placées chez une tante. Le visage d'Emma, habituellement illuminé par un sourire innocent, était strié de larmes alors qu'elle s'accrochait à son sac à dos d'école comme si cet objet familier pouvait d'une manière ou d'une autre l'ancrer dans le monde qui s'effondrait autour d'elle. Lisa, essayant de se tenir pour sa sœur cadette, emballait mécaniquement quelques vêtements, son visage masqué de choc et d'incrédulité, tout en se répétant à voix basse que cela devait être une erreur, que son père ne pouvait pas avoir fait cela, que quelqu'un avait commis une terrible erreur qui serait bientôt corrigée. Dans la petite cellule de prison, Jean affronta le premier jour de sa nouvelle réalité avec une angoisse qui semblait consumer chaque cellule de son corps. Les murs gris et froids semblaient se refermer sur lui alors qu'il imaginait ses filles découvrant son arrestation, endurant les escaliers et les murmures des voisins, étant forcées de quitter le seul foyer qu'elles avaient jamais connu. Chaque minute s'éternisait comme une éternité, remplie de pensées torturantes sur le bien-être d'Emma et Lisa. Le poids d'être séparé de force de ses filles, combiné à l'humiliation publique et à la destruction instantanée de la réputation qu'il avait construite au fil des décennies, créait un vortex de désespoir qui menaçait de l'engloutir complètement. Dans un moment de vulnérabilité absolue, seul dans sa cellule, Jean Miller, l'homme qui avait toujours été un pilier de force pour sa famille et sa communauté, laissa enfin les larmes couler. Son corps tremblait de sanglots silencieux alors que l'énormité de sa situation le submergeait par vagues successives de dévastation émotionnelle. Le bourdonnement constant des lumières fluorescentes de la prison remplissait le silence de la cellule tandis que Jean Miller tentait d'absorber sa nouvelle réalité. Son uniforme orange, rugueux contre sa peau, semblait annoncer son état actuel à chaque mouvement. Le matelas fin offrait peu de protection contre le cadre métallique du lit, mais l'inconfort physique pâlissait face à la tempête dans son esprit. Chaque bruit, le traînement des chaînes dans le couloir, l'écho métallique des portes claquées,
les voix lointaines des autres détenus semblaient frapper chez lui, rappelant que ce n'était pas un cauchemar dont il pourrait se réveiller. Ses mains, habituées au travail constant avec des outils et des moteurs, tremblaient légèrement alors qu'il tenait la tasse métallique du café à peine buvable de la prison, le premier de nombreux à venir dans un avenir indéfini. L'avocat commis d'office était assis en face de lui dans la salle de visite, sa mallette usée débordant de papier froissé d'autres affaires tout aussi désespérées. Ses mots flottaient dans l'air comme des sentences de mort. Preuves circonstancielles substantielles, détention préventive garantie, possibilité de peine maximale. Le bourdonnement des lumières fluorescentes semblait amplifier chaque terme juridique qui scellait davantage le destin de Jean. Le détachement clinique avec lequel l'avocat discutait des décennies potentielles de vie perdue de Jean contrastait brutalement avec la tempête émotionnelle qui faisait rage en lui. Les gros titres des journaux que l'avocat apportait avec le nom de Jean Miller éclaboussé à côté de mots comme brutal et choquant semblaient appartenir à l'histoire de quelqu'un d'autre, un étranger qui se trouvait simplement partager son nom. La chambre d'amis chez tante Marguerite était devenue un sanctuaire involontaire pour Lisa, qui passait des heures allongée sur le lit emprunté, défilant sans fin à travers l'écran de son téléphone. Les notifications arrivaient en vagues incessantes, messages d'amis supposés se distanciant poliment, commentaires cruels de numéros inconnus, pire encore, le silence assourdissant de ceux qui faisaient autrefois partie de sa vie quotidienne. Le groupe de discussion de l'école, autrefois animé par des plans et des rires, restait étrangement silencieux chaque fois qu'elle apparaissait en ligne, comme si son nom de famille était devenu une maladie contagieuse. Ses doigts survolaient d'anciennes conversations, relisant des messages d'époque plus simples tandis que des larmes silencieuses tachaient l'écran de son téléphone. À ses côtés, Emma dormait agitée, portant le sweatshirt de leur père qu'elle avait secrètement pris avant de quitter la maison. Le garage automobile, désormais délimité par du ruban de police jaune, était devenu un site de pèlerinage lugubre pour la communauté locale. Des groupes d'anciens clients et de voisins se rassemblaient sur les trottoirs proches, leur voix un murmure constant de théories et de spéculations. Madame Thompson se tenait légèrement à l'écart des autres, ses mains ridées serrant la sangle de son sac à main alors qu'elle regardait les enquêteurs entrer et sortir de ce qu'elle considérait autrefois comme un havre de confiance. Monsieur Jenkins, un client depuis plus d'une décennie, alternait entre défendre farouchement l'intégrité de Jean et se demander silencieusement s'il avait vraiment connu l'homme à qui il faisait confiance pour réparer son camion de livraison. Les histoires de la générosité de Jean, autrefois admirées de tous, étaient maintenant disséquées à la recherche de motifs cachés, chaque acte de gentillesse étant requalifié comme une preuve potentielle d'une nature manipulatrice. Les nouvelles se répandirent dans les écoles comme une traînée de poudre, transformant chaque couloir en une rampe de défilé de marches et de murmures. Emma, autrefois l'une des élèves les plus populaires de sa classe, marchait désormais seule dans les couloirs, serrant son sac à dos de super-héros contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier. Les enseignants qui la louaient ouvertement montraient maintenant leur sympathie par des sourires tendus et des devoirs simplifiés, comme si elle avait non seulement perdu son père mais aussi sa capacité à apprendre. Pendant la récréation, d'autres enfants s'éloignaient subtilement lorsqu'elle s'approchait, leurs parents les ayant avertis d'être prudents autour de la fille du criminel, des mots qu'Emma avait accidentellement entendus dans le parking de l'école. Le monde qu'elle connaissait s'effondrait, non pas dans des explosions dramatiques, mais dans une série interminable de petits rejets, chacun coupant plus profondément que le précédent. La solitude de sa cellule lors de la première nuit après l'audience de garde à vue pesait sur Jean comme un linceul suffocant. Les mots du procureur résonnaient cruellement dans son esprit. Un prédateur déguisé en citoyen modèle, utilisant sa réputation de mécanicien de confiance pour gagner la confiance de la communauté. Le juge avait été impitoyable en refusant toute clémence, citant la nature odieuse du crime et les preuves substantielles présentées par l'accusation. Plus douloureux que les déclarations officielles étaient les expressions qu'il avait capturées dans la galerie du tribunal. L'horreur dans les yeux d'Emma, les larmes silencieuses de Lisa et les regards de dégoût des anciens clients venus assister à son humiliation publique. Chaque respiration semblait un effort conscient alors que la réalité de sa situation le brisait avec force. La réalité financière se dénouait dans son esprit comme un film d'horreur au ralenti. Le garage, unique source de revenus, était fermé indéfiniment tandis que les factures continuaient de s'accumuler avec une précision impitoyable. L'hypothèque de la maison, les frais de scolarité des filles, même la facture des services publics qu'il avait prévu de payer à la fin de la semaine. Chaque obligation financière semblait désormais une montagne insurmontable. L'avocat commis d'office, surchargé et indifférent, avait suggéré sans ménagement qu'un plaidoyer pourrait entraîner une peine plus légère,
Comme si des décennies de prison au lieu de la chaise électrique ou la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle était une forme de miséricorde. Tante Marguerite, déjà en difficulté financière, ne pouvait pas garder les filles indéfiniment et le spectre imminent du système de protection de l'enfance planait sur ses pensées comme une menace constante. Dans des moments de désespoir absolu, son esprit vagabondait vers sa défunte épouse et il se surprit à l'envier sa paix éternelle dans sa cellule. Alors que les heures s'étiraient interminablement, Jean ressentait quelque chose de fondamental se briser en lui. Chaque rêve qu'il avait nourri pour ses filles, chaque espoir de les voir grandir, obtenir leur diplôme et se marier, tout cela semblait désormais une cruelle plaisanterie jouée par le destin. La pensée de devenir rien de plus qu'une tâche honteuse dans leur vie, un secret de famille à cacher, un nom qu'elle pourrait éventuellement changer pour éviter toute association, était une forme de torture unique qui rongeait son âme. Le dernier fil d'espoir le maintenant connecté à sa vie antérieure semblait avoir finalement cédé, ne laissant qu'un vide assourdissant là où il y avait autrefois un père, un membre respecté de la communauté, un homme avec un but. Dans les ténèbres de sa cellule, Jean Miller laissa enfin le désespoir le consumer entièrement, ses larmes silencieuses marquant la fin de tout ce qu'il avait été et rêvé d'être. Sarah Bennett fixait la pile de dossiers sur son bureau à travers la vapeur qui montait de sa 3e tasse de café ce matin-là. Le bureau de l'Institut de l'Innocence était toujours calme aux premières heures, brisé seulement par le doux bourdonnement de la climatisation et le bruissement occasionnel de papier remué. Ses yeux brûlaient après une nuit blanche de plus, hantée par les mêmes cauchemars qu'elle avait endurés pendant 30 ans, son père menotté, ses cris d'innocence résonnant dans le palais de justice et le marteau du juge scellant son destin. L'affaire sur son bureau, désormais intitulée Jean Miller, n'était plus qu'un autre dossier dans une pile interminable de potentielles injustices, mais quelque chose à son sujet l'empêchait de simplement la déplacer dans la pile des révisions en attente. Peut-être étaient-ce les photographies jointes au dossier. Le même regard d'incrédulité que son père avait porté était gravé sur le visage de ce mécanicien, les mêmes preuves circonstancielles qui avaient condamné son père menaçaient désormais de détruire une autre famille. Le rapport de police semblait parfait à première vue, méticuleusement construit avec des preuves physiques, des témoignages oculaires et un registre de la présence de Jean Miller près de la scène du crime. Sarah avait vu des centaines de cas similaires tout au long de sa carrière, la plupart d'entre eux légitimement solides, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle feuilletait les transcriptions des déclarations des témoins. Quelque chose dans son intuition, aiguisée par des années d'expérience, criait qu'il manquait des pièces dans ce puzzle apparemment parfait. Les déclarations des filles de Miller attirèrent particulièrement son attention, il y avait des nuances entre les lignes, des hésitations dans les réponses transcrites qui semblaient implorer une interprétation plus approfondie. Son doigt traça une ligne spécifique du témoignage de la fille aînée, Lisa, où l'adolescente semblait sur le point de craquer avant de réaffirmer l'alibi de son père pour cette nuit fatidique. Des années d'expérience avaient appris à Sarah que parfois la vérité était cachée non pas dans ce qui était dit, mais dans les silences entre les mots. Une photo de famille jointe au dossier montrait Jean Miller en des temps plus heureux, entouré de ses 2 filles et de sa défunte épouse, tous souriant devant le garage automobile. Sarah ne put s'empêcher de sentir un nœud se former dans sa gorge. L'image était douloureusement similaire à celle qui avait autrefois reposé sur la table à manger de sa propre maison avant que le système judiciaire ne déchire sa famille. Son patron l'avait averti à de nombreuses reprises des dangers de s'impliquer émotionnellement dans ces dossiers, mais Sarah savait que c'était précisément sa connexion émotionnelle qui la rendait si efficace dans son travail. Tandis que d'autres avocats voyaient des statistiques et des précédents, elle voyait des familles interrompues, des vies brisées et la possibilité glaçante que le système auquel elle avait juré de servir était sur le point de commettre une autre erreur irréversible. Prenant une profonde inspiration, Sarah décrocha son téléphone et commença à composer le numéro de la prison. Elle avait besoin d'entendre l'histoire de Jean Miller directement, de regarder dans ses yeux et de voir si elle pouvait y trouver la même vérité désespérée qu'elle avait vue dans les yeux de son père il y a 3 décennies. La salle de visite de la prison était une étude de nuances de gris, des murs décolorés aux uniformes des gardiens, leurs yeux vigilants fatigués mais attentifs. Sarah Bennett s'assit en face de Jean Miller, ses notes soigneusement disposées sur la table métallique entre eux. La première entrevue avait déjà duré plus de 3 heures et quelque chose dans le récit de Jean continuait de résonner avec son expertise. Ce n'étaient pas seulement ses mots, mais les petits détails dans son comportement, la façon dont ses yeux se déplaçaient en mentionnant des moments spécifiques de la nuit du crime, le tremblement presque imperceptible de ses mains lorsqu'il parlait de ses filles, les pauses qui duraient un peu trop longtemps avant de répondre à certaines questions sur son alibi.
À l'œil non averti, cela aurait pu sembler des signes de culpabilité, mais pour Sarah, c'étaient des indicateurs d'un homme portant un fardeau bien plus lourd que les accusations portées contre lui. Les jours suivants devinrent un marathon d'investigation frénétique. Sarah s'installa pratiquement dans son bureau, transformant un mur entier en une carte détaillée de l'affaire. Photographies, rapports de police, transcriptions de témoins et coupures de journaux reliés par des fils rouges. Alors qu'elle tentait de trouver des motifs dans le chaos, ses nuits étaient passées à relire chaque document du dossier, à chercher des incohérences que d'autres auraient pu manquer. Le procureur avait construit ce qui semblait être un dossier solide, mais Sarah commença à remarquer de petites divergences dans les chronologies rapportées, des témoins dont les déclarations semblaient trop répétées et des preuves circonstancielles pouvant être interprétées de multiples façons. Chaque découverte, si minime soit-elle, était comme une pièce de puzzle qui ne révélait pas encore l'image complète mais suggérait un schéma troublant de conclusions hâtives et d'investigations superficielles. Les visites au garage automobile de Jean, désormais non plus scellées comme une scène de crime, révélaient un environnement qui contredisait le récit de l'accusation. Sarah passa des heures à parler avec des voisins et d'anciens clients, recueillant des histoires qui peignaient un tableau très différent de celui du prédateur calculateur décrit au tribunal. Madame Thompson, en particulier, pleura en racontant comment Jean avait réparé sa voiture gratuitement ces derniers mois, connaissant ses difficultés financières après la mort de son mari. Parmi les dossiers méticuleux de Jean, Sarah trouva des dizaines de factures marquées comme forgées pour des clients en difficulté financière, un schéma de générosité s'étalant sur des années. Ce n'était pas une preuve directe d'innocence, mais cela construisait un contexte qui rendait les accusations de plus en plus improbables aux yeux de Sarah. Cependant, les plus intrigantes étaient les interviews avec les filles de Jean. Alors qu'Emma, la plus jeune, peinait à parler à travers ses sanglots, Lisa affichait une maîtrise de soi qui semblait troublante pour une adolescente dont la vie avait été si brusquement brisée. Il y avait quelque chose dans les yeux de la grande fille, un fardeau qui semblait bien plus lourd que la simple peine de voir son père accusé à tort. Lors de sa troisième visite chez tante Marguerite, Sarah remarqua comment Lisa se positionnait toujours entre elle et certaines zones de la maison, comme si elle gardait quelque chose de plus que de simples souvenirs douloureux. L'avocate reconnut les signes subtils de quelqu'un portant un secret dévastateur. Elle-même avait manifesté des comportements similaires au fil des ans en se battant pour prouver l'innocence de son père. C'est lors d'un après-midi particulièrement frustrant que Sarah trouva quelque chose qui changerait le cours de son enquête. En réexaminant les photographies de la scène du crime pour la 10e fois, ses yeux tombèrent sur un détail précédemment négligé. Un petit morceau de papier partiellement visible sous un des meubles, semblant ignoré par l'équipe médico-légale comme insignifiant. En zoomant sur l'image sur son ordinateur et en ajustant le contraste, elle put distinguer ce qui semblait être un reçu froissé avec une date et une heure spécifiques. Le détail lui-même n'aurait peut-être pas semblé remarquable, mais ce qui attira son attention était le logo partiellement visible. Il provenait d'un restaurant près de l'école de Lisa, pas du garage automobile où l'accusation prétendait que Jean avait prévu le crime. L'heure sur le reçu, bien que partiellement lisible, correspondait à la fenêtre pendant laquelle Jean était censé préparer la scène du crime. Le cœur de Sarah s'emballa alors qu'elle réalisait que cela pourrait être la première preuve concrète que la chronologie de l'accusation était fondamentalement erronée. L'avocate passa les heures suivantes immergée dans une analyse frénétique des dossiers scolaires de Lisa, recoupant les horaires de classe et les activités extrascolaires avec la chronologie du crime établie par l'accusation. Un schéma commença à émerger. Les jours précédant le crime, il y avait des enregistrements de Lisa quittant l'école plus tôt, ainsi que des absences inexpliquées qui coïncidaient avec d'autres incidents mineurs dans la région que la police avait initialement reliés au crime principal. Sarah remarqua quelque chose d'encore plus significatif en examinant les transcriptions des enregistrements de vidéosurveillance et les enregistrements analysés par la police. Une silhouette aux caractéristiques physiques correspondant à celle de Jean apparaissait à divers moments, mais dans aucune des images le visage n'était clairement visible. La carrure pourrait facilement appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune peut-être, avec une taille et une carrure similaires. Cette pensée fit que Sarah restait figée sur sa chaise. Une théorie troublante commençait à prendre forme dans son esprit. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Emma, la plus jeune fille de Jean, les yeux rouges de pleurs mais avec une détermination surprenante sur son jeune visage. « Mademoiselle Bennett, dit-elle, la voix légèrement tremblante, j'ai quelque chose que je dois vous montrer. » Dans ses petites mains, elle tenait ce qui ressemblait à un journal intime. À cet instant, Sarah sentit la première véritable étincelle d'espoir, non seulement en tant qu'avocate suivant des pistes, mais en tant que petite fille choisissant courageusement de lui faire confiance avec quelque chose qui pourrait tout changer.
Le poids du moment n'était pas perdu pour Sarah, elle reconnut dans les yeux d'Emma la même sorte de douleur et de détermination qu'elle avait portée en se battant pour sauver son propre père. Sarah resta immobile dans son bureau, le journal d'Emma ouvert sur son bureau comme une bombe à retardement. Les pages enfantines, décorées d'autocollants d'étoiles et de cœurs, contenaient bien plus que les pensées typiques d'une fillette de 9 ans, elles étaient un témoignage silencieux d'une famille brisée et de vérités enterrées depuis trop longtemps. Longtemps, l'avocate passa ses doigts doucement sur les pages, notant comment l'écriture de la fille changeait au fur et à mesure que les événements se déroulaient. Les lettres devenaient plus tremblantes, certaines pages étaient tachées de ce qui était clairement des larmes. Le contraste entre les autocollants colorés et le contenu sombre des entrées créait une dissonance douloureuse qui serrait la poitrine de Sarah, lui rappelant brutalement qu'au cœur de cette affaire sensationnelle se trouvait une enfant portant un fardeau bien trop lourd pour ses petites épaules. Avec le fil conducteur de ce point de départ, Sarah commença à reconstruire les jours précédant le crime, mais pas à travers les rapports de police ou les preuves médico-légales. Elle cherchait l'histoire humaine cachée derrière les faits officiels. Ses conversations avec les voisins avaient maintenant un nouveau focus, non seulement sur les événements de cette nuit fatidique, mais aussi sur les changements subtils dans le comportement de la famille Miller dans les semaines précédentes. Madame Thompson, les larmes à peine retenues, se souvenait de comment Lisa avait commencé à se rendre plus fréquemment au garage, apparaissant toujours agitée, toujours en train de chuchoter avec son père dans des conversations qui s'arrêtaient brusquement dès que quelqu'un s'approchait. Monsieur Jenkins a mentionné avoir vu l'adolescente errer dans le quartier à des heures inhabituelles, semblant perdu dans des pensées sombres. Chaque nouveau témoignage ajoutait non seulement des informations mais aussi des couches d'émotion à l'histoire que Sarah commençait à reconstituer dans la petite salle d'interrogatoire de la prison. Sarah observait John avec de nouveaux yeux lorsqu'il parlait de ses filles. Elle remarqua désormais les signes subtils qu'elle avait auparavant ignorés, comment sa voix tremblait légèrement lorsqu'il mentionnait certains jours spécifiques, comment ses mains se tordaient nerveusement en parlant des activités scolaires de Lisa, comment son regard se perdait au loin lorsque certaines dates étaient évoquées. Ces gestes n'étaient pas ceux d'un homme cachant sa propre culpabilité, mais les signes de quelqu'un protégeant un secret dévastateur qui menaçait de détruire ce qui restait de sa famille. La vérité commençait à prendre forme, non pas dans des documents officiels ou des preuves physiques, mais dans les silences, les hésitations et les regards hantés d'une famille portant un fardeau trop lourd à supporter pour un seul système judiciaire. La résistance du système judiciaire à rouvrir l'affaire Miller se dressait comme un mur impénétrable. Le procureur, en particulier, réagissait avec une hostilité croissante à chacune des demandes de Sarah de réévaluer les preuves. Lors d'une réunion particulièrement tendue dans son bureau, ces mots tranchèrent l'air comme des rasoirs, « Vous ne faites que rouvrir de vieilles blessures. La famille de la victime mérite la paix. » Le poids de ces mots suivait Sarah à travers ses nuits blanches, la forçant à se demander si sa quête de la vérité ne causait pas plus de douleur que de justice. Sur son bureau, des photographies de la famille de la victime semblaient la regarder avec accusation, lui rappelant que chaque rebondissement de l'affaire obligeait les autres à revivre leur propre tragédie. Le conflit entre la recherche de la vérité et le respect du deuil des autres la consumait, transformant chaque nouvelle découverte en une source simultanée d'espoir et de culpabilité. Emma commençait à montrer des signes alarmants de stress causés par l'enquête. Son professeur a rapporté que la fille autrefois joyeuse et engagée passait désormais ses cours à dessiner obsessionnellement la même scène encore et encore, une silhouette solitaire derrière ce qui semblait être des barreaux. Ses notes, auparavant exemplaires, avaient chuté. Lors des visites à son père en prison, elle avait à peine pu établir un contact visuel, ses petites mains serrant constamment le journal qu'elle portait désormais comme une encre. Lisa, en revanche, avait développé une hostilité croissante envers l'enquête de Sarah. L'adolescente a commencé à manquer les entretiens prévus, lorsqu'elle y assistait, ses réponses devenaient de plus en plus évasives et défensives. La tension entre les sœurs montait visiblement. Emma se retirait chaque fois que Lisa entrait dans la même pièce, et leurs conversations habituelles avaient été remplacées par des silences chargés de significations non dites. Tante Margaret a mentionné que les filles, qui partageaient autrefois une chambre, avaient maintenant demandé à dormir séparément, un changement qu'elle attribuait au stress de la situation, bien que Sarah soupçonnait des raisons plus profondes. John lui-même commençait à montrer des signes extrêmes de tension dans l'environnement carcéral. Ses rencontres avec Sarah étaient marquées par des moments de confusion et des oublis de mémoire de plus en plus fréquents. Le médecin de la prison avait augmenté sa médication contre l'anxiété, et les ombres profondes sous ses yeux racontaient l'histoire de Nuit Blanche. Lors d'une visite particulièrement difficile, il a supplié Sarah d'arrêter l'enquête. « Mes filles ont déjà perdu leur mère et maintenant elles perdent leur enfance à cause de ce cauchemar. »
Sa voix tremblait d'un mélange de désespoir et de détermination lorsqu'il a continué. Certaines vérités doivent rester enfouies. Sarah, s'il te plaît, laisse tomber. La supplique dans ses yeux portait un poids qui transcendait sa propre liberté, faisant douter Sarah de l'existence de limites éthiques dans sa quête de vérité, surtout lorsque cette vérité menaçait de déchirer les restes fragiles d'une famille déjà brisée. La découverte est survenue par hasard lors d'une visite apparemment routinière chez tante Margaret. Sarah avait remarqué comment Lisa évitait toujours sa vieille chambre, désormais transformée en une pièce de rangement improvisée pour des affaires rapidement apportées de leur ancien domicile. Profitant d'un moment où l'adolescente était partie à l'école, Sarah a décidé de jeter un dernier coup d'œil. Parmi des cartons empilés et des souvenirs rangés, quelque chose a attiré son attention. Un petit cahier scolaire tombé derrière une vieille commode, ses pages froissées recouvertes d'une fine couche de poussière. Ce n'était pas le journal qu'Emma lui avait donné, mais quelque chose de différent. Un carnet de croquis appartenant à Lisa, rempli de ce qui semblait être des notes aléatoires et des dessins abstraits. Ce qui a capturé l'œil expérimenté de Sarah, cependant, étaient les dates griffonnées dans les marges, s'alignant parfaitement avec les jours précédant le crime. Parmi les gribouillages adolescents, il y avait des notes sur les heures, les lieux et les initiales formant un motif troublant lorsqu'on les compare à la chronologie des crimes. Une page particulière a fait battre le cœur de Sarah plus fort. Une carte grossière du quartier où le crime avait eu lieu, avec des marquages et des numéros spécifiques qui semblaient initialement dénués de sens. En la comparant à ses propres notes d'enquête, elle a réalisé que les numéros correspondaient à des intervalles de temps, créant une séquence qui contredisait complètement la version des événements de l'accusation. Au dos de la page, une seule phrase écrite et barrée à plusieurs reprises a attiré son attention, « Papa ne peut pas savoir ». Mais ce qui a vraiment figé Sarah, c'était une tache dans le coin inférieur de la page, non pas d'encre ou de crayon, mais ce qui semblait être une petite goutte de sang séché. Tenant le carnet avec des mains tremblantes, Sarah savait qu'elle avait découvert non seulement un indice, mais peut-être le fil qui, s'il était tiré correctement, pourrait démêler toute la tapisserie de mensonges entourant cette affaire. La date d'exécution, autrefois une menace lointaine, planait désormais sur tout le monde comme une ombre suffocante. Sarah fixait le calendrier sur son mur où les jours restants semblaient s'évaporer à un rythme alarmant. Le procureur avait réussi à accélérer les procédures finales, invoquant la nécessité de clôturer l'affaire pour la communauté. Ses arguments devant le juge avaient été impitoyables, la défense ne fait que retarder l'inévitable. Votre honneur, jouez avec les émotions de toutes les personnes impliquées. Ces mots hantaient désormais Sarah durant ses nuits blanches, mêlés au doute dans son propre esprit. Le poids de la responsabilité de sauver non seulement la vie de John, mais aussi l'avenir de deux filles déjà traumatisées pesait lourdement sur ses épaules, la pliant presque physiquement sous sa pression. Chaque nouveau jour apportait avec lui une couche fraîche d'urgence désespérée, transformant chaque minute perdue en une petite agonie. Lisa était devenue complètement inatteignable, refusant même de rester dans la même pièce que Sarah. L'adolescente avait construit une forteresse d'hostilité autour d'elle-même que même sa sœur cadette ne pouvait pénétrer. Lors d'une tentative particulièrement difficile de conversation, Lisa a explosé. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement nous laisser tranquilles? Ne nous ont-ils pas déjà assez détruit notre famille ?» La colère dans sa voix masquait à peine une terreur sous-jacente que Sarah reconnaissait mais ne pouvait encore pleinement déchiffrer. Emma, en revanche, semblait se flétrir un peu plus chaque jour, comme une fleur privée de lumière. Ses dessins, autrefois remplis de couleurs vibrantes, étaient désormais dominés par des ombres sombres et des figures solitaires. Tante Margaret a mentionné que la jeune fille avait commencé à avoir des cauchemars violents, se réveillant au milieu de la nuit en criant pour son père, curieusement, pour sa sœur également. Le système judiciaire lui-même semblait conspirer contre elle, avec des délais raccourcis et des appels refusés à un rythme sans précédent. Le juge, apparemment désireux de clore l'affaire qui avait capté l'attention des médias, devenait de plus en plus impatient face aux tentatives de Sarah d'introduire de nouvelles preuves. Lors d'une audience particulièrement frustrante, ces mots ont tranché comme des couteaux. « Mademoiselle Bennett, ce tribunal ne tolérera pas les tactiques dilatoires basées sur la spéculation et les théories du complot. » Le regard de satisfaction sur le visage du procureur et à ce moment-là était presque insupportable, tout comme les murmures d'approbation de la galerie où la famille de la victime était assise, les yeux fixés sur Sarah, un mélange de colère et d'accusation brûlant dans leur regard. La nouvelle du rejet du dernier appel de John a frappé le bureau de Sarah comme une bombe. Le document judiciaire, rédigé dans un langage froid et impersonnel, stipulait que toutes les tentatives de présenter de nouvelles preuves avaient été épuisées.
Dans son bureau, désormais un chaos de papier et de photographies, Sarah était assise immobile, fixant le mur où elle avait cartographié toute l'enquête. Les lignes rouges reliant événements et personnes semblaient désormais se moquer d'elle, comme des veines d'un corps sans vie. Le carnet de Lisa, sa découverte la plus prometteuse, avait été jugé irrecevable comme preuve pour des raisons techniques, fruit d'une perquisition non autorisée. Le juge avait statué que les innombrables heures d'enquête, les nuits blanches, les promesses faites à Emma, tout cela ne semblait plus qu'un exercice futile d'espoir face à des obstacles insurmontables. Le visage de son propre père, décédé en prison des années avant que son innocence ne soit prouvée, semblait la regarder depuis la photographie sur son bureau, un rappel silencieux que parfois, le système gagne, peu importe la détermination de l'individu. John Miller a reçu la nouvelle avec un calme qui a dévasté Sarah plus qu'une réaction violente ne l'aurait jamais pu faire. Assis en face d'elle dans la salle de visite de la prison, ses mots étaient sortis doucement, presque comme un soupir de soulagement. Peut-être que c'est mieux ainsi, Sarah. Certaines vérités coûtent trop cher. Ses mains, autrefois agitées lors de leur conversation, reposaient maintenant calmement sur la table, comme s'il avait enfin accepté son sort. Ce qui perturbait le plus Sarah n'était pas sa résignation, mais l'étincelle de quelque chose proche de la paix dans ses yeux, comme si la certitude de la défaite était préférable à l'agonie de l'espoir. Lorsque les gardiens sont venus l'escorter de retour à sa cellule, il s'est retourné une dernière fois. « Promets-moi juste que tu prendras soin de mes filles, surtout Lisa. Elle aura besoin de plus qu'elle ne le réalise. » La façon dont sa voix tremblait en mentionnant sa fille aînée portait un poids que Sarah ne commençait qu'à véritablement comprendre. Cette nuit-là à la maison, Sarah a atteint son propre point de rupture. Le vin dans son verre était devenu chaud et inatteint alors qu'elle repassait mentalement chaque décision, chaque mouvement qu'elle avait fait dans l'affaire. Les voix de doute dans son esprit s'étaient transformées en un cœur déterminant. Peut-être que le procureur avait raison, peut-être qu'elle ne faisait que prolonger la souffrance de tout le monde, chaque visage plein d'espoir d'Emma entend Sarah comme une accusation silencieuse. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris l'affaire, Sarah s'est permise de considérer la possibilité qu'elle faisait plus de mal que de bien, que sa croisade pour la justice n'ajoutait que des couches supplémentaires de traumatisme à une famille déjà brisée. Avec des mains tremblantes, elle a commencé à rassembler les dossiers de l'affaire, préparant ce qu'elle avait juré de ne jamais faire, abandonner. Le bruit de petits pas hésitants dans le couloir a interrompu le moment de reddition de Sarah. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte de son bureau, toujours en pyjama licorne, les yeux rouges de pleurs mais avec une détermination surprenante sur son jeune visage. Dans ses mains, elle tenait non seulement son précieux journal, mais aussi quelque chose de nouveau, une petite boîte à chaussures usées. « Lisa cache ça sous le lit », a-t-elle chuchoté, la voix tremblante mais ferme. Elle le regarde chaque nuit quand elle pense que je dors et elle pleure toujours après. Les petites mains d'Emma tremblaient alors qu'elle tendait la boîte comme si son poids était bien plus lourd que le simple objet physique. « Je promets papa que je ne dirai rien », a-t-elle continué, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, mais je ne peux pas le laisser mourir non plus. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. La simplicité dévastatrice de ces mots a frappé Sarah comme la foudre, lui rappelant brutalement que, tandis que les adultes étaient perdus dans les procédures légales et les technicités, un enfant portait le poids écrasant de la vérité dans son cœur. Avec des mains tremblantes, Sarah a ouvert la boîte et son contenu a fait arrêter son cœur. À l'intérieur, soigneusement arrangés, se trouvaient des objets qui semblaient insignifiants à première vue, de vieux reçus, des notes froissées, un bracelet cassé. Mais pour Sarah, avec ses années d'expérience, ils se distinguaient immédiatement comme des pièces d'un puzzle beaucoup plus vaste et sombre. Au fond de la boîte, pliée plusieurs fois, il y avait un morceau de papier qui fit refroidir son sang, une confession écrite à la main, sans signature, mais rédigée d'une main adolescent indubitable. Les mots d'ouverture suffisaient à tout changer, je ne voulais blesser personne. Sarah regarda Emma, qui sanglotait silencieusement, et ressentit une nouvelle vague de détermination la traverser. La vérité était là, devant elle, gardée par une enfant qui comprenait plus sur la loyauté et le sacrifice que n'importe quel adulte dans la salle d'audience. À ce moment-là, Sarah savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, pas pour John, pas pour Emma, pas même pour Lisa, mais pour la vérité elle-même qui implorait d'être révélée. Le bureau de Sarah s'était transformé en salle de guerre dans la bataille contre le temps. Les murs, autrefois méthodiquement organisés avec des preuves et des chronologies, étaient maintenant éclatés avec de nouvelles connexions et théories, des lignes rouges traversant frénétiquement entre photographies, documents et notes griffonnées à la hâte. Le contenu de la boîte d'Emma était étalé sur son bureau comme des pièces d'un puzzle qui devait être résolu dans les plus brefs délais.
Les mots de la confession brûlaient dans son esprit alors qu'elle travaillait sans relâche, reliant chaque nouveau point avec une urgence presque palpable. Le café avait été remplacé par quelque chose de plus fort et les cernes sous ses yeux racontaient l'histoire de nuits transformées en extensions sans fin de jours qui semblaient n'avoir aucune fin. La date d'exécution, marquée en rouge sur son calendrier, pulsait comme un cœur mourant, lui rappelant constamment que chaque seconde gaspillée les rapprochait de l'irréversible. La confession non signée de Lisa avait ouvert la porte à un labyrinthe encore plus complexe de secrets familiaux et de vérités enfouies. Sarah réexaminait désormais chaque témoignage, chaque rapport de police avec des yeux neufs, recherchant non seulement des preuves mais aussi les silences entre les pauses des interviews, les hésitations dans les déclarations, les regards détournés lors des interrogatoires. Son bureau était couvert de transcriptions des interviews originales de Lisa, chaque mot portant désormais un poids différent, chaque réponse évasive criant une vérité qui attendait d'être découverte depuis toujours. Les notes griffonnées dans les marges se multipliaient comme des vignes connectant des points autrefois sans lien, révélant un schéma à la fois terrifiant dans ses implications et déchirant de clarté dans son sens. Le temps semblait se déplacer en contradiction, traînant pendant les longues heures d'analyse et d'enquête tout en volant chaque fois que Sarah jetait un coup d'œil au calendrier. La pression était amplifiée par les appels quotidiens de tante Margaret, qui rapportait qu'Emma dormait à peine, tourmentée par des cauchemars, et que Lisa était devenue l'ombre de ce qu'elle était, errant dans la maison comme un fantôme, alourdi par un poids invisible. Les visites à la prison étaient devenues des exercices de maîtrise de soi pour Sarah, qui devait désormais regarder John dans les yeux en connaissant la vérité complète sur son sacrifice, tandis qu'il continuait à maintenir sa façade de résignation, plus préoccupé par le bien-être de ses filles que par sa propre vie. Lors de sa dernière visite, il avait tenu ses mains de l'autre côté de la table et avait murmuré « Ne les laisse pas se perdre l'une l'autre, Sarah, quoi qu'il arrive ». Ces mots résonnaient désormais dans son esprit alors qu'elle travaillait, lui rappelant qu'elle ne courait pas seulement contre le temps pour sauver une vie, mais pour préserver ce qui restait de peu d'une famille déjà dévastée par trop de tragédies. La révélation est survenue lors d'un matin particulièrement épuisant, lorsque Sarah a enfin déchiffré la pleine signification des objets dans la boîte d'Emma. Le bracelet cassé, qui au début semblait être rien de plus qu'un bijou adolescent sans importance, portait une inscription partiellement effacée qui correspondait à une série de reçus trouvés parmi les papiers de Lisa. Le motif des dates, aligné avec les événements précédant le crime, dessinait un tableau dévastateur de réunions secrètes, de mensonges élaborés et d'une relation interdite qui avait culminé en tragédie. La confession écrite à la main, désormais entièrement analysée, révélait non seulement l'acte lui-même, mais toute la toile des événements qui avaient conduit à ce moment fatal. Une adolescente effrayée essayant de protéger un secret qui avait échappé à son contrôle et un père prêt à tout sacrifier pour s'assurer que sa fille ne perde pas seulement sa liberté, mais aussi sa jeunesse et son avenir. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle arrangeait les preuves dans l'ordre chronologique. Les reçus du café près de l'école de Lisa n'étaient pas de simples registres de repas occasionnels, mais des documents de rencontres régulières avec quelqu'un qui n'aurait jamais dû faire partie de sa vie. L'écriture sur les notes froissées, comparée aux documents officiels, révélait une vérité encore plus troublante. La victime n'était pas un étranger au hasard, mais quelqu'un qui avait profité de la vulnérabilité d'une adolescente encore en train de gérer la perte de sa mère. Les entrées de journal de Lisa, autrefois cryptiques et confuses, racontaient maintenant une histoire claire de manipulation, de menaces et d'une confrontation finale qui avait mal tourné de la pire des façons. John Miller n'avait pas simplement pris la responsabilité d'un crime, il s'était placé entre sa fille et un système qui l'aurait détruite, choisissant de porter un fardeau qui n'avait jamais été le sien pour protéger non seulement Lisa mais aussi Emma, les protégeant d'une vérité qui aurait pu briser les restes fragiles de leur famille. La découverte a frappé Sarah avec une force physique qui l'a fait vaciller sur sa chaise. Le procureur, dans sa quête implacable de justice, avait bâti son récit sur une fondation de demi-vérité et d'assomption, n'imaginant jamais que la véritable histoire était infiniment plus complexe et douloureuse. Les preuves qu'il avait utilisées pour condamner John, les outils de l'atelier, les témoins l'ayant vu dans la région, les registres de la chronologie faisaient tous partie d'un écran de fumée élaboré, soigneusement construit par un père désespéré pour créer un alibi qui protégerait sa fille. Chaque pièce du puzzle que Sarah avait reconstitué révélait des couches plus profondes de sacrifice et d'amour inconditionnel, transformant ce qui semblait être une affaire de meurtre simple en une tragédie grecque moderne où il n'y avait pas de gagnant, seulement différents degrés de perte et de douleur. Le son du téléphone de Sarah brisant le silence du petit matin la surprit. C'était Emma, sa petite voix effrayée tremblant au téléphone. « Tante Sarah, Lisa pleure encore. Elle se parle seule dans sa chambre en disant qu'elle n'en peut plus. »
L'urgence dans la voix de la petite fille rappelait douloureusement que ce n'était pas seulement une enquête légale, mais une course contre la montre pour sauver non seulement la vie de John, mais aussi la stabilité mentale de ses filles. Le poids de la vérité nouvellement découverte pesait encore plus lourd. Sarah tenait dans ses mains non seulement les preuves pour sauver un homme innocent, mais aussi le pouvoir de détruire complètement l'avenir d'une adolescente. Les mots de John lors de leur dernière visite prenaient maintenant une clarté dévastatrice. Certaines vérités coûtent vraiment trop cher. Dans le silence de son bureau, alors que le soleil commençait à se lever sur une ville encore endormie, Sarah réalisait qu'elle avait trouvé non seulement la clé pour libérer John Miller, mais aussi une responsabilité morale qui la hanterait pour le reste de sa vie. Le matin trouvait Sarah méticuleusement organiser chaque pièce de preuve dans une séquence qui ne laisserait aucune place au doute. La confession écrite à la main était soigneusement préservée dans une pochette en plastique, aux côtés des reçus, des notes et du bracelet qui racontaient silencieusement la véritable histoire derrière le crime. Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale alors qu'elle étiquetait chaque document et photographie, construisant un récit que même le juge le plus sceptique ne pourrait ignorer. L'horloge au mur semblait tic-tac plus fort à chaque minute qui passait, lui rappelant constamment que l'exécution de John était prévue dans exactement 3 jours. La pression du temps transformait chaque décision en un acte d'équilibre précaire entre urgence et précision. Une seule erreur dans la présentation des preuves pourrait coûter non seulement la vie de John, mais aussi l'avenir de toute sa famille. Un léger coup à la porte interrompit sa concentration. C'était Emma, les grands yeux effrayés révélant qu'elle n'avait pas dormi, tenant quelque chose dans ses mains, une lettre qu'elle avait écrite pendant la nuit, adressée au juge. « Je sais que Lisa va me détester », chuchota-t-elle, sa voix tremblante avec une maturité douloureuse bien au-delà de ses 9 ans, mais je ne peux pas laisser papa mourir. Le cœur de Sarah se serra en réalisant que cet enfant avait saisi quelque chose que les adultes de sa vie tentaient désespérément de la protéger. Parfois, sauver quelqu'un signifie blesser quelqu'un d'autre que tu aimes, ajouta-t-elle avec un soin révérencieux. Sarah ajouta la lettre d'Emma au dossier de preuve, sachant que ces mots innocents pourraient avoir plus de pouvoir que n'importe quel argument légal qu'elle pourrait construire. La vérité vue à travers les yeux d'un enfant avait une clarté que n'importe quelle rhétorique juridique ne pourrait égaler. Les préparatifs finaux se déroulaient dans un état d'urgence contrôlé. Chaque document était scanné et stocké en multiples copies, chaque pièce de preuve physique photographiée et cataloguée. Sarah travaillait sans relâche, consciente qu'elle assemblait non seulement une défense légale, mais une bombe qui ferait s'effondrer les fondations de plusieurs vies. Les mots de John résonnaient dans son esprit alors qu'elle finalisait les derniers détails. Certaines vérités doivent rester enfouies. Maintenant, avec toutes les preuves étalées devant elle, Sarah comprenait pleinement le poids de ces mots. Elle ne se préparait pas seulement pour une présentation en salle d'audience, elle se préparait à réécrire l'histoire d'une famille, à exposer des vérités qui changeraient à jamais la vie de tous les impliqués. Le dossier de preuve reposait sur son bureau comme une arme chargée, attendant le moment précis pour être déclenché. La veille du dernier appel a apporté un rebondissement inattendu et dramatique. Sarah était dans son bureau, submergée par des documents et des tasses de café froid, lorsque Emma est apparue à la porte, toujours habillée en pyjama licorne, mais avec une expression sur son visage qui la faisait paraître des décennies plus âgée. La fille tenait non seulement sa lettre au juge, mais aussi un carnet scolaire usé que Sarah n'avait jamais vu auparavant. « J'étais là », dit Emma de sa petite voix ferme, « la nuit où cela s'est passé, j'ai suivi Lisa parce que je m'inquiétais pour elle. J'ai tout vu. » Ces mots tombaient comme des pierres dans un étang calme, créant des ondulations qui menaçaient d'engloutir tout sur leur passage. Le poids de cette confession flottait dans l'air entre elles, transformant le bureau en une confession improvisée où une fillette de 9 ans était sur le point de changer le cours de plusieurs vies. Le premier témoignage d'Emma est venu en fragments, ponctués de sanglots retenus. Chaque mot semblait lui coûter un effort physique immense. Elle a décrit comment elle avait remarqué les changements de comportement de sa grande sœur dans les mois précédant le crime, les appels téléphoniques secrets, les sorties mystérieuses, les mensonges de plus en plus élaborés à leur père. Une nuit, poussée par un mélange d'inquiétude et de curiosité enfantine, Emma avait suivi Lisa jusqu'à un lieu de rencontre qu'elle n'était jamais censée voir. Le carnet qu'elle tenait contenait des enregistrements détaillés de cette nuit et des jours précédents, des observations écrites avec la précision surprenante d'une enfant qui était devenue involontairement la chroniqueuse d'une tragédie familiale. Sarah observait son cœur se serrer alors que les petites mains d'Emma tremblaient en tenant le carnet, ses ongles rongés révélant le coup émotionnel de porter ce secret depuis si longtemps. La décision d'Emma de parler maintenant, moins de 48 heures avant l'exécution prévue de son père, portait un poids qui menaçait de briser son petit corps.
Ces mots suivants firent figer Sarah dans son fauteuil. Lisa me détestera pour toujours, mais je ne peux pas laisser papa mourir. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. La simplicité dévastatrice de cette déclaration renfermait des volumes de douleurs non dites, des années de traumatisme accumulés sur les épaules d'une enfant forcée de grandir trop vite. La lumière de la lampe projetait des ombres dramatiques sur le bureau, faisant paraître Emma à la fois plus petite et plus âgée que ses 9 ans, une contradiction vivante d'innocence et de sagesse forgée par des événements bien au-delà de son contrôle. Le moment pivot est survenu lorsque Emma a finalement levé son visage strié de larmes pour rencontrer les yeux de Sarah. Puis-je tout dire au juge? La question flottait dans l'air comme une prière, portant non seulement l'espoir de sauver son père, mais aussi le poids écrasant de potentiellement détruire sa relation avec sa sœur. Sarah a observé Emma serrer le carnet contre sa poitrine comme un bouclier, son petit corps tremblant sous l'effort de retenir des sanglots qui menaçaient de se libérer. À ce moment-là, l'avocate comprit qu'elle assistait non seulement à l'émergence d'un témoin crucial, mais aussi à l'instant exact où une enfant choisissait consciemment de porter un fardeau qui changerait à jamais la structure de sa famille. Le bureau de Sarah s'était transformé en une salle de témoignage improvisée, avec un enregistreur discret capturant chaque mot qu'Emma disait. La jeune fille était assise bien droite dans une chaise bien trop grande pour elle, les pieds à peine touchant le sol, tandis que son carnet reposait ouvert sur ses genoux comme un talisman. Ses premiers mots étaient hésitants, presque un murmure. Ça a commencé l'anniversaire de la mort maman. Lisa était différente, plus calme que nous autres. Emma a ensuite décrit comment elle avait commencé à remarquer des changements subtils chez sa sœur, des conversations téléphoniques chuchotées, des messages cachés, des rencontres secrètes après l'école. Le témoignage initial, bien que douloureux, coulait avec une clarté surprenante, comme si Emma avait répété ces mots dans son esprit des centaines de fois, attendant le moment où elle aurait enfin le courage de les prononcer à voix haute. Sarah observait furieusement, prenant des notes, alors que l'histoire se déroulait à travers les yeux d'une enfant forcée de grandir trop vite. Le récit devenait plus intense à mesure qu'Emma atteignait les événements de la nuit fatidique. Ses petites mains agrippaient les bords du carnet tandis qu'elle décrivait avoir suivi Lisa jusqu'au lieu de rencontre, se cachant derrière des buissons et des poubelles. Il criait après elle, a-t-elle raconté, sa voix tremblante avec le souvenir. Lisa pleurait en disant qu'elle allait tout dire à papa. Le récit a continué, détaillant comment l'argument avait rapidement dégénéré, des menaces avaient été proférées, des secrets lancés comme des armes, et ensuite le moment de violence qui aurait changé leur vie à jamais. Emma a décrit la scène avec une clarté troublante, chaque détail gravé dans sa mémoire avec la cruauté nette que seul un traumatisme peut fournir. Sarah a remarqué comment les mains de la fille tremblaient de plus en plus à chaque mot, alors que le récit approchait du moment critique. Ces phrases étaient désormais ponctuées de longues pauses et de respirations laborieuses. Le moment le plus dévastateur est survenu lorsque Emma a décrit le retour de Lisa à la maison cette nuit-là. Elle n'a pas vu que je la suivais en rentrant, a-t-elle continué, les larmes coulant librement sur son visage. Elle était couverte il y avait du sang sur ses vêtements. Elle est allée directement dans sa chambre, mais j'ai entendu qu'elle appelait papa. Ce qui a suivi était encore plus déchirant. John rentrant du travail plus tôt, la conversation étouffée avec Lisa dans sa chambre, les sons étouffés de pleurs qu'Emma pouvait entendre à travers le mur mince séparant leur chambre. Papa est parti peu après, portant un sac, et lorsqu'il est revenu bien plus tard, ses mains étaient blessées, comme s'il avait frappé quelque chose à plusieurs reprises. C'est là qu'il m'a trouvé en train de pleurer dans ma chambre, a-t-elle poursuivi. Il savait que j'avais vu quelque chose. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne, il a dit qu'il devait protéger Lisa, qu'on ne pouvait pas perdre quelqu'un d'autre dans notre famille. L'impact du témoignage d'Emma était visible chez tous les présents dans la salle. Sarah avait arrêté de prendre des notes, ses mains figées sur le bloc-notes alors qu'elle traitait les implications de ce qu'elle entendait. L'assistante sociale appelée à être présente pendant la déposition ne pouvait contenir ses propres larmes, mais c'était la réaction de Lisa, assise et écoutant le récit de sa sœur, qui brisait le cœur de tout le monde. L'adolescente qui avait maintenu une façade de colère et de déni pendant si longtemps s'effondrait enfin, tout son corps secoué par des sanglots étouffés en écoutant sa jeune sœur dévoiler la vérité qu'elle avait si désespérément essayé de cacher. Lorsque Emma a finalement terminé son récit, le silence qui a suivi était assourdissant, brisé uniquement par les sanglots étouffés des deux sœurs. Le moment le plus puissant est survenu lorsque Lisa a finalement trouvé sa voix. « Je suis désolée, Emma », a-t-elle murmuré, sa voix étranglée par les larmes. « Je suis désolée papa ». Les mots semblaient résonner contre les murs du bureau, portant le poids de mois de culpabilité et de secret. Emma s'est levée de sa chaise, se dirigeant hésitamment vers sa sœur comme si elle craignait d'être rejetée.
Lorsque Lisa a ouvert ses bras, Emma s'est précipitée dans son étreinte et les deux sœurs se sont tenues l'une l'autre comme si leur vie en dépendait. Sarah a observé la scène avec une boule dans la gorge, pleinement consciente qu'elle assistait non seulement à un moment crucial de l'affaire, mais aussi au début d'un long et douloureux processus de guérison pour une famille brisée par la tragédie. Les heures précédant l'audience finale ont transformé le bureau de Sarah en une frénésie d'activité. Le témoignage enregistré d'Emma avait été transcrit pendant la nuit, chaque mot pesant comme du plomb sur le papier. Sarah organisait méthodiquement les preuves dans son dossier, le carnet d'Emma, la confession de Lisa, les photographies, les relevés d'appel, chaque pièce du puzzle soigneusement disposée pour raconter l'histoire dans la séquence précise qui pourrait sauver la vie de John Miller. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle travaillait, pleinement consciente que dans les heures à venir, elle serait responsable non seulement de la vie d'un homme, mais aussi de l'avenir de deux jeunes filles qui avaient déjà perdu bien trop. La décision de laisser Emma remettre sa lettre au juge en personne n'avait pas été facile. La fille avait insisté, ses yeux remplis d'une détermination bien au-delà de ses 9 ans, « Je dois faire ça, s'il te plaît. » Tante Margaret, qui n'avait pas quitté le côté de sa sœur depuis la confession, a silencieusement accepté, ses propres mains entrelacées avec celles d'Emma dans un geste d'unité qui avait semblé impossible seulement 24 heures plus tôt. La lettre, scellée dans une enveloppe blanche simple, reposait sur le bureau de Sarah comme une bombe prête à exploser. À l'intérieur, non seulement le témoignage d'Emma, mais aussi la confession complète de Lisa écrite pendant la nuit à travers des larmes et des sanglots. C'était une lettre qui changerait irrévocablement le destin d'une famille entière. Dans la salle d'attente du palais de justice, le temps semblait s'écouler à un rythme exaspérant. L'horloge sur le mur indiquait 9h45, ses aiguilles traînant comme si elles étaient passées dans du sirop. Le bourdonnement de la climatisation fournissait une bande sonore monotone à la tension qui remplissait l'espace. Sarah observait les deux sœurs assises sur le banc en bois polonais, leurs mains serrées l'une contre l'autre comme si elles défiaient le monde de tenter de les séparer à nouveau. Le banc grinçait de temps en temps sous leurs mouvements nerveux, le son résonnant à travers le couloir en marbre. Emma se déplaçait à nouveau dans sa robe bleue, celle qu'elles avaient choisie spécialement pour aujourd'hui. Elle est froissée, a-t-elle chuchoté à Lisa, ses petites doigts lissant anxieusement le tissu. La lettre dans son autre main restait pressée contre sa poitrine comme un bouclier, les bords de l'enveloppe déjà légèrement pliés de tant d'attention. Sarah a remarqué comment les nouvelles chaussures de la fille balançaient rythmiquement, ne touchant pas tout à fait le sol, trahissant la nervosité contenue sous son extérieur composé. « C'est parfait », a répondu Lisa, sa voix rauque de pleurs la veille, son regard fixé sur les portes doubles en chêne du tribunal comme si une détermination pure pouvait les percer pour entrevoir ce qui les attendait à l'intérieur. Sa pâleur contrastait fortement avec le blazer vert foncé qu'elle portait, un vêtement appartenant à leur mère, ajusté par tante Margaret pour cette occasion. Sarah pouvait voir les doigts de Lisa trembler légèrement alors qu'elle repassait une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste nerveux reflétant les manières de sa défunte mère. Le son des pas décidés dans le couloir les fit toutes se tourner. Le procureur s'effrayait un chemin avec la confiance de quelqu'un qui voyait l'audience comme une simple formalité, sa mallette en cuir coûteuse serrée contre sa poitrine, débordante d'arguments méticuleusement préparés qui s'avéreraient bientôt aussi fragiles qu'une maison de cartes. Il est passé sans même jeter un regard sur elle, le parfum persistant de son eau de Cologne servant de rappel subtil de sa présence. Tante Margaret était présente, et la voix d'Emma était presque un murmure. « Et si le juge ne veut pas lire ma lettre ?» Ses grands yeux étaient remplis d'une inquiétude bien trop lourde pour ses 9 ans. Avant que Sarah ne puisse répondre, Lisa a serré la main d'Emma, son ton ferme et inébranlable, « Il la lira, il doit la lire. » La conviction dans la voix de Lisa était nouvelle, une force qui commençait à émerger depuis qu'elle avait enfin décidé de confronter la vérité. Sarah a vérifié sa montre-bracelet pour la 10e fois en 5 minutes, 9h50, 10 minutes, 10 minutes. Toutes les vérités enfouies sous des couches de peur, d'amour et de sacrifice allaient être révélées. Elle a remarqué une perle de sueur glissant le long de la tempe de Lisa, laissant une traînée scintillante sur sa peau pâle. L'adolescente semblait engagée dans une bataille interne, ses émotions oscillant entre la résolution et la terreur pure. Le bourdonnement bas des personnes arrivant a commencé à remplir le couloir. Des journalistes se sont positionnés discrètement, les caméras encore baissées par respect pour le protocole du tribunal. Quelques visages familiers de la communauté, des voisins, d'anciens clients du garage de John, se sont rassemblés en petits groupes, leurs murmures rebondissant contre les murs en marbre. Miss Thompson se tenait parmi eux, le visage empreint d'inquiétude, observant les sœurs de loi. Ses mains tordaient nerveusement la bandoulière de son sac à main. Un huissier apparut à la porte,
son uniforme impeccable contrastant fortement avec l'atmosphère tendue. 5 minutes, annonça-t-il avec la neutralité professionnelle de quelqu'un qui avait été témoin d'innombrables drames se déroulant dans ces mêmes salles. Sarah ressentit le poids de la responsabilité pesant sur ses épaules avec une force renouvelée. Dans son esprit, elle pouvait déjà voir le moment se dérouler, la salle d'audience découvrant qu'ils avaient condamné un homme innocent, un père qui avait choisi d'affronter la mort pour protéger sa fille adolescente d'un destin qu'il considérait pire que le sien. Les répercussions de cette révélation s'étendraient bien au-delà de cette pièce, bien au-delà de cette famille. Elles se propageraient potentiellement, ébranlant les fondations de tout le système, du moins c'était ce qu'elle espérait. Alors qu'elle observait les deux sœurs se lever ensemble, leurs mains toujours fermement entrelacées, prêtes à affronter le moment qui changerait leur vie à jamais, l'horloge dans le bureau de Sarah sonnait 3 heures du matin. Ces tic-tac silencieux soulignaient l'urgence du moment. L'avocate se déplaçait entre des piles de documents méticuleusement organisés, révisant chaque détail de sa présentation pour le jour à venir. Pour la 100e fois, les murs, autrefois un mosaïque chaotique de preuves et de théories, affichaient désormais un récit clair et dévastateur, photographies, documents et transcriptions racontant l'histoire du sacrifice d'un père sur le point d'être dévoilé au monde. Sur son bureau reposait le témoignage transcrit d'Emma et la confession écrite à la main de Lisa, deux vérités distinctes qui, combinées, avaient le pouvoir de changer d'innombrables vies. Sarah ressentait le poids de chaque mot en répétant mentalement l'argument qu'elle allait présenter, pleinement consciente que la moindre hésitation ou faux pas pourrait coûter la vie à John Miller. Dans la petite salle de conférence voisine, Emma et Lisa restaient éveillées malgré leur tardive. Tante Marguerite avait essayé de les ramener plus tôt, mais les filles avaient refusé de partir. Demain serait le jour le plus important de leur vie et elles insistaient pour rester près de Sarah, comme si leur présence pouvait d'une manière ou d'une autre influencer l'issue. Lisa coachait Emma pour la 10e fois sur la manière de se comporter au tribunal, comment tenir la lettre, comment s'adresser au juge. L'adolescente avait assumé un rôle protecteur envers sa sœur cadette, une réflexion tardive de l'exemple de sacrifice que leur père avait donné. Sarah observait les sœurs à travers la porte en verre, notant comment leurs doigts restaient entrelacés même dans les moments de silence, comme si les lâcher pourrait faire s'effondrer à nouveau leur monde fragile. Les préparatifs techniques pour le lendemain semblaient sans fin. Sarah avait coordonné avec le personnel du tribunal pour s'assurer qu'Emma puisse remettre sa lettre directement au juge, un protocole d'intervention rendu possible uniquement par une demande spéciale citant le jeune âge de la fille. Chaque document avait été copié en triplicate, chaque pièce de preuve physique photographiée et cataloguée avec une précision obsessionnelle. Le costume de salle d'audience de John était déjà mis de côté, une tenue simple mais digne choisie pour souligner son humanité devant le jury. Sur le bureau de Sarah, une tasse de café refroidissait et restait intacte alors qu'elle répétait sa déclaration d'ouverture pour la 100e fois. « Votre honneur, ce que nous présentons aujourd'hui n'est pas seulement une nouvelle preuve, mais la révélation d'un sacrifice qui défie notre compréhension de l'amour paternel. » Les mots semblaient insuffisants pour capturer l'ampleur de ce qui allait se dérouler, mais ils devaient suffire. Dans les heures qui suivaient, il serait tout ce qui se trouverait entre John Miller et son exécution. Sarah rassembla sa petite équipe dans le bureau une dernière fois alors que la première lueur de l'aube filtrait à travers les stores. Le plan avait été méticuleusement chorégraphié. D'abord, elle demanderait formellement qu'Emma soit entendue en tant que témoin spécial, justifiant la déviation procédurale en raison de son âge et de la nature exceptionnelle de l'affaire. La lettre serait la surprise pivot, un document que le juge ne pourrait ignorer une fois entre ses mains. Lisa resterait dans la galerie jusqu'au moment crucial où son propre témoignage serait nécessaire pour corroborer les révélations de sa sœur cadette. La séquence des événements avait été planifiée avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé pour un impact émotionnel maximal sans paraître répété ou manipulateur. Les documents de soutien étaient organisés en 3 dossiers distincts, chacun représentant une phase différente de la présentation. Le premier dossier contenait des preuves démantelant la chronologie originale présentée par l'accusation, reçus découverts à la dernière minute, incohérences dans les déclarations des témoins et lacunes dans l'enquête initiale. Le second dossier renfermait les matériaux les plus délicats, le journal d'Emma avec ses observations détaillées, preuves de la relation abusive que Lisa avait cachée et les preuves physiques que John avait délibérément altérées pour assumer la culpabilité. Le troisième et plus crucial dossier contenait la confession complète de Lisa, soigneusement rédigée durant la nuit avec l'aide de l'assistante sociale, accompagnée d'une analyse psychologique préliminaire expliquant son traumatisme et les motivations derrière ses actions et son silence subséquent.
La stratégie de présentation avait été répétée à plusieurs reprises avec l'équipe. Sarah savait qu'elle devait trouver un équilibre délicat, exposer la vérité de Lisa sans la diaboliser, révéler le sacrifice de John sans diminuer la tragédie de la victime initiale et plaider pour la justice sans attaquer directement le système qui avait échoué si profondément. Les photographies choisies pour la présentation avaient été sélectionnées avec un soin extrême, des images qui humanisaient la famille Miller sans paraître trop sentimentales. La photo finale montrant John avec ses filles et leur défunte épouse était réservée pour le moment de conclusion, un rappel silencieux de ce qui était réellement en jeu dans cette affaire. Au milieu de l'agitation des préparatifs, Sarah ne pouvait s'empêcher de remarquer comment Emma observait chaque mouvement avec des yeux vifs et observateurs, absorbant chaque détail comme si elle essayait de mémoriser comment la vérité qu'elle portait depuis si longtemps serait enfin révélée au monde. Le timing des révélations était l'élément clé de la stratégie. Sarah avait décidé qu'Emma remettrait sa lettre au juge immédiatement après la présentation initiale des incohérences dans le dossier original. Ce moment spécifique avait été choisi avec soin, il serait le moment où le juge serait le plus réceptif à considérer de nouvelles preuves, mais avant que le procureur ne puisse monter une défense contre les révélations. La lettre elle-même avait été placée dans une simple enveloppe blanche, du genre qu'un enfant pourrait utiliser pour un devoir scolaire. Cette simplicité était intentionnelle, destinée à contraster fortement avec le poids dévastateur de son contenu. Lisa, qui avait passé la nuit précédente à relire et approuver chaque mot de la confession d'Emma, était maintenant assise tranquillement dans un coin de la salle, les mains tremblant légèrement alors qu'elle observait les préparatifs finaux pour le moment qui changerait irrévocablement sa vie. La nuit tombait sur la ville comme une lourde couverture, enveloppant le bureau de Sarah dans des ombres qui semblaient pulser avec la tension du moment. Emma s'était finalement endormie sur le canapé de la salle de conférence, serrant encore la lettre qui allait tout changer. Son sommeil agité était ponctué de murmures doux et de mouvements agités. Lisa s'était assise à côté de sa sœur, passant doucement ses doigts dans les cheveux d'Emma dans un geste protecteur qui ressemblait à la fois à une excuse et à une promesse silencieuse. À travers la fenêtre du bureau, les lumières de la ville scintillaient comme des témoins silencieux de cette veille improbable, une avocate épuisée, deux sœurs liées par le poids d'un secret sur le point d'être révélé et l'ombre imminente d'un père qui avait tout sacrifié pour protéger sa famille. Sarah avait organisé une visite spéciale nocturne à la prison quelques heures avant que l'exécution ne soit prévue. John Miller, assis en face d'elle dans la salle de visite, paraissait étrangement calme pour un homme face à son destin dans moins de 12 heures. Lorsque Sarah commença à détailler le plan, il l'interrompit doucement. « Ne me dis pas si cela ne fonctionne pas demain, je ne veux pas que les filles pensent qu'elles auraient pu faire quelque chose différemment, » dit-il, ses mots lourds d'une sagesse née de la souffrance. Sarah avala difficilement avant de partir. Il lui tendit 2 enveloppes, une pour chacune de ses filles, avec des instructions spécifiques, elles devaient être ouvertes uniquement si tout échouait. Le poids de ces enveloppes dans la poche du blazer de Sarah semblait s'alourdir à chaque heure qui passait, rappel constant de ce qui était en jeu. De retour dans son bureau, durant les dernières heures avant l'aube, un type spécial de silence emplissait l'air, non pas le calme vide de la nuit, mais un silence chargé d'espoir et de peur non exprimée. L'ancien bâtiment grinçait occasionnellement, ses sons familiers portant désormais un poids différent. Dans le calme du petit matin, la lumière tamisée de la lampe de bureau de Sarah projetait des ombres dansantes sur les murs couverts de documents, chaque page étant un fragment de l'histoire qu'ils espéraient raconter le lendemain. Tante Marguerite était arrivée vers minuit, portant un panier qui semblait contenir tout le réconfort qu'elle pouvait apporter. « J'ai apporté les couvertures que notre mère gardait pour les soirées cinéma », murmura-t-elle à Sarah, ses mains caressant le tissu doux avec révérence. Elle disait toujours que ces couvertures les faisaient se sentir en sécurité, peu importe ce qui se passait dehors. Il y avait aussi des coussins avec des housses fraîchement lavées, leur parfum léger de détachant évoquant des souvenirs de temps plus simples. Avec des gestes maternels soigneux, Marguerite transforma le bureau austère en quelque chose ressemblant à un campement improvisé, étalant les couvertures sur le canapé en cuir et arrangeant les coussins comme pour construire un nid de protection. On construisait des forts avec ces couvertures, dit doucement Marguerite en drapant une sur les épaules d'Emma. Marie nous disait toujours que quoi qu'il arrive dehors, à l'intérieur de notre petit fort, nous étions en sécurité. Sa voix tremblait légèrement à la mention de sa sœur défunte et Sarah remarqua qu'elle clignait rapidement pour retenir ses larmes. L'horloge murale indiquait 3h40 du matin, son tic-tac doux ponctuant le silence comme un rappel constant du temps qu'il leur restait à endurer avant l'aube. Avant l'aube, Lisa résistait au sommeil depuis des heures, assise sur le rebord de la fenêtre à regarder les lumières de la ville. « Et si ça ne marche pas demain ?»
avait-elle demandé plus tôt, sa voix petite et effrayée, semblant plus jeune que ses 16 ans. Et si j'ai détruit notre famille pour toujours? Emma, qui avait griffonné dans son journal, se leva immédiatement et serra sa sœur dans une étreinte qui semblait bien trop grande pour sa petite carrure à offrir. Finalement, les deux succombèrent à l'épuisement, endormis sur le canapé, presque destinés à ce moment. Sarah observa les sœurs, notant comment leur corps cherchait inconsciemment du réconfort l'un dans l'autre même dans le sommeil. Le bras d'Emma était drapé protectivement sur sa sœur aînée, un renversement de leurs rôles habituels qui en disait long sur la manière dont leur dynamique avait changé. Même endormie, la main de Lisa restait fermement agrippée au collier que leur mère lui avait laissé, une habitude que Sarah avait remarqué s'intensifier lors des moments d'anxiété. Les scènes évoquaient douloureusement des souvenirs vifs pour Sarah de sa propre enfance. Elle se souvenait de nuits similaires, se blottissant dans son lit et priant fervemment pour la libération de son père. Les perles du rosaire de sa mère avaient laissé des marques sur ses petites mains après les avoir serrées si fort pendant ses prières nocturnes. La différence, c'était qu'à l'époque, personne n'avait pu transformer ses prières en action, ses espoirs en réalité. Maintenant, entourée de piles de preuves méticuleusement organisées et de plans soigneusement élaborés, Sarah ressentait le poids de la responsabilité comme quelque chose d'almost tangible. Demain, elle aurait la chance de faire ce que personne n'avait fait pour sa famille, transformer la vérité en justice, même si cette vérité venait avec son propre prix douloureux. Ses yeux parcouraient la lettre d'Emma, le journal qu'elle avait gardé si longtemps et les confessions que Lisa avait enfin pu mettre par écrit. Chaque document était une pièce d'un puzzle plus grand qu'elle était déterminée à assembler correctement cette fois. La lumière commençant à filtrer à travers les stores ne signalait pas seulement l'arrivée de l'aube, mais la promesse d'un nouveau jour qui pourrait tout changer. Sarah s'ajusta dans son fauteuil, s'autorisant un rare moment de vulnérabilité en regardant les filles dormir. Dans quelques heures, elle ferait face au moment qui pourrait redéfinir leur vie, mais pour l'instant, dans ce petit sanctuaire improvisé, il n'y avait que le son de leur respiration douce et l'espoir silencieux que cette fois, la vérité serait suffisante. Le tribunal était inhabituellement bondé ce matin-là, l'air chargé d'un mélange de tension et d'anticipation qui semblait amplifier chaque respiration. Les bancs en bois grinçaient sous le poids des spectateurs rassemblés pour assister à ce que les médias locaux avaient qualifié de « dernier effort désespéré » pour sauver John Miller de l'exécution. Au premier rang, Emma était assise rigide dans sa nouvelle robe bleue, serrant la lettre dans ses petites mains comme s'il s'agissait d'un fil de vie. À ses côtés, Lisa gardait le regard fixé au sol, ses doigts entrelacés avec ceux de sa sœur dans une prise qui exprimait une peur et une culpabilité que les mots ne pouvaient exprimer. Tante Marguerite, assise derrière les filles, alternait entre passer nerveusement ses doigts sur le rosaire dans ses genoux et essuyer des larmes silencieuses qui refusaient de rester cachées. La salle d'audience bourdonnait de chuchotements alors que de nouvelles personnes affluaient, y compris des journalistes s'installant discrètement à l'arrière. Des visages familiers de la communauté, des voisins et d'anciens clients du garage de John remplissaient les rangées, leurs murmures mélangeant soutien, doute et curiosité morbide. Madame Thompson, debout près de l'arrière, observait les sœurs attentivement, ses mains ridées serrant la bandoulière de son sac comme pour leur transmettre sa force à travers la pièce. Le son du marteau du juge faisait taire la salle. Sarah se redressa dans son siège, le cœur battant alors qu'elle se préparait à prononcer la déclaration d'ouverture qui donnerait le ton à tout ce qui allait suivre. Elle jeta un coup d'œil à Emma, qui rencontra son regard avec un mélange de détermination et de peur, puis à Lisa, qui n'avait toujours pas levé les yeux du sol. Prenant une profonde inspiration, Sarah se leva, sachant que tout ce pourquoi elle s'était battue dépendait de ce qui allait se dérouler dans les heures à venir. Lorsque John Miller entra dans la salle d'audience, un silence lourd et suffocant tomba sur la pièce. Le cliquetis léger de ses menottes alors qu'il était escorté jusqu'à son siège résonnait comme un cruel rappel de sa situation désespérée. Ses yeux cherchèrent immédiatement ses filles. Pendant un bref instant, le masque de résignation qu'il portait si soigneusement se fissura lorsqu'il vit Emma tenir la lettre, la même lettre qu'il savait pouvoir tout changer. Sarah remarqua ses épaules se tendre presque imperceptiblement, le seul signe extérieur de la tempête émotionnelle qui faisait sans doute rage en lui. À travers la salle d'audience, le procureur effeuilletait ses papiers avec une assurance frôlant l'arrogance, jetant parfois des regards condescendants vers la défense. Pour lui, cette audience n'était rien de plus qu'une étape procédurale avant l'exécution qu'il croyait inévitable. L'entrée du juge Thompson apporta une nouvelle vague de tension. Son visage, marqué par des décennies de service judiciaire, ne trahissait aucune émotion alors qu'il s'asseyait dans son fauteuil, ajustant ses lunettes de lecture avec la délibération de quelqu'un qui portait le poids de décisions de vie ou de mort.
Sarah se leva lentement, pleinement consciente que chaque mot qu'elle prononcerait devait être impeccable. Le son de ses talons cliquetant sur le sol en bois poli semblait anormalement fort dans le silence expectant. Elle pouvait sentir les regards de tout le monde dans la salle fixés sur elle, les journalistes prêts avec leurs carnets, les agents du tribunal se tenant à leurs positions habituelles, la famille en deuil de la victime assise en bloc unifié de colère et de chagrin retenu. Mais ce sont les yeux d'Emma qu'elle ressentit le plus intensément, ces jeunes yeux pleins de sagesse qui lui imploraient silencieusement de ne pas échouer, pas aujourd'hui, quand tout était en jeu. Sarah commença son argument avec un ton calme et mesuré qui masquait le tumulte intérieur. Ses premiers mots résonnèrent clairement dans l'atmosphère chargée. Votre honneur, ce que nous apportons aujourd'hui n'est pas simplement une demande de clémence, mais la révélation d'une vérité qui ébranlera les fondations même de cette affaire. Alors qu'elle exposait méthodiquement les incohérences de l'enquête initiale, le procureur se remit mal à l'aise dans son fauteuil, sa confiance initiale cédant la place à une lueur d'inquiétude. La présentation minutieuse de nouvelles preuves, des chronologies contradictoires, des témoins négligés et des hypothèses non vérifiées jetaient un nuage de doute grandissant sur le récit de l'accusation. Le jury, initialement assis avec des expressions d'indifférence résignée, commença à se pencher en avant, leur attention capturée par chaque nouveau document projeté sur les écrans de la salle d'audience. Le moment pivot survint lorsque Sarah fit une pause délibérée dans sa présentation. « Votre honneur, dit-elle, sa voix stable mais empreinte d'émotion, nous avons un dernier témoin, une témoin qui, en raison de son âge et des circonstances uniques, nous demandons de s'adresser au tribunal en qualité spéciale. » Les yeux du juge Thompson se plissèrent derrière ses lunettes alors qu'il observait Emma se lever. Les petites mains d'Emma serraient toujours la lettre comme s'il s'agissait d'un fil de vie. La salle d'audience sembla retenir son souffle collectif alors que la jeune fille commençait sa lente marche vers le juge. Le bruit de ses nouvelles chaussures sur le sol en bois résonnait comme un compte à rebours, chaque pas marquant les secondes jusqu'à ce que la vérité soit enfin révélée. Puis, dans une explosion inattendue d'émotion, la tension se brisa. John Miller, menotté à sa table, se leva brusquement. Le grincement de sa chaise contre le sol traversa le silence comme une lame. « S'il vous plaît, votre honneur !» s'écria-t-il, sa voix rugissant de désespoir et d'amour. « Laissez-moi parler à ma fille, juste une minute, je vous en supplie. » Sa supplique résonna dans la salle, provoquant une vague de murmures et de mouvements dans la galerie. L'agent du tribunal debout à côté de lui tenta de le retenir en posant une main ferme sur son épaule, mais John insista, des larmes coulant librement sur son visage. « Emma, ma petite fille, je dois que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, peu importe ce qui s'est passé. Que Dieu bénisse ton courage et l'avenir de notre famille. » Sa voix, chargée d'émotion, résonna dans la salle d'audience. Emma s'arrêta en plein pas, se tournant pour faire face à son père, les yeux grands ouverts de choc et remplis de larmes. « Silence dans la salle !» aboya le juge Thompson en frappant son marteau sur le pupitre avec force. Les murmures cessèrent, mais l'intensité du moment pesait lourdement dans l'air. Le juge regarda sévèrement John, puis Emma, avant de pousser un profond soupir. « Je ne devrais pas permettre cela, mais monsieur Miller, vous avez une minute seulement. » Un officier retira ses menottes et le conduisit au centre de la salle. Le silence qui suivit était presque définitif alors que John était escorté vers l'endroit où Emma se tenait, agenouillée devant sa fille. Son visage, humide de larmes et gravé d'un amour si profond qu'il semblait remplir toute la salle, parla doucement. « Emma, commença-t-il, sa voix tremblante mais pleine de détermination, je te fais confiance. Tu es ma force, la lumière de notre famille. Peu importe ce qui arrivera, souviens-toi toujours que je t'aime de tout mon cœur. » Les petites mains d'Emma atteignirent les siennes, sa voix à peine audible murmurant « Je t'aime aussi, papa. Je te rendrai fier. » La salle d'audience était figée, chaque œil fixé sur le père et la fille dans un moment d'humanité brute et sans filtre qui transcendait les procédures légales. Lorsque leur minute fut écoulée, l'agent guida doucement John de retour à son siège. Ses pas étaient plus lents, ses épaules plus lourdes, mais son expression portait une lueur de paix qu'il n'avait pas montrée auparavant. Emma, avec une détermination renouvelée, se tourna vers le juge, serrant la lettre plus forte alors qu'elle poursuivait sa marche. La salle, désormais chargée d'un poids émotionnel presque insupportable, observa la jeune fille de 9 ans se préparer à prononcer les mots qui pourraient tout changer. La salle éclata dans un mélange de réactions. Certaines personnes sanglotaient ouvertement, d'autres applaudirent doucement comme si elles craignaient de briser la solennité du moment. Une femme âgée dans la galerie murmura « Dieu merci » encore et encore, ses mains tremblant alors qu'elle tenait un mouchoir en dentelle contre ses lèvres.
Les BFF, habituellement impassibles, masquaient leurs propres émotions en ajustant leurs uniformes ou en se raclant la gorge. John Miller resta immobile un instant, comme si son corps avait besoin de temps pour assimiler le fait qu'il était vraiment libre. C'est Emma qui fit le premier mouvement, sa petite silhouette traversant la salle avec une urgence que personne n'osait arrêter. « Papa !» Sa voix était un mélange de rire et de larmes alors qu'elle se jetait dans ses bras. Lisa suivit peu après, ses pas plus hésitants, chargés de la culpabilité qui devait encore être abordée. Mais lorsque John ouvrit son autre bras pour elle, toute hésitation disparut. L'étreinte qui suivit était un portrait vivant de la rédemption. John tremblait visiblement, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il tenait ses filles comme si elles pouvaient disparaître. Ses sanglots étouffés secouaient son corps, des années d'émotions réprimées trouvant enfin une libération. « Mes filles » murmura-t-il à plusieurs reprises, sa voix étranglée, « mes petites étoiles ». Emma enfouit son visage dans sa poitrine, ses petits doigts agrippant le tissu de sa chemise tandis que Lisa gardait les yeux fermés, comme pour graver chaque seconde de ce moment dans sa mémoire. C'était une étreinte qui portait des mondes entiers, tout l'amour qui les avait soutenus pendant les mois sombres, tous les sacrifices qui les avaient presque détruites à jamais, toute la douleur qu'elles devraient encore affronter ensemble. Mais maintenant, pour la première fois, elle portait aussi quelque chose de nouveau, l'espoir. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté pour permettre à cette famille de se reconnecter, de guérir, de commencer à reconstruire des liens qui avaient été testés mais jamais véritablement brisés. La salle d'audience était encore plus bondée le matin de la déclaration officielle d'innocence de John Miller. Les murs austères de la pièce semblaient vibrer d'une énergie différente, non plus la tension étouffante des jours précédents, mais une anticipation presque électrique. John se tenait devant le juge Thompson cette fois sans menottes, portant un costume simple que Sarah avait préparé pour l'occasion. Ses filles, Emma et Lisa, étaient assises au premier rang, leurs mains jointes comme elles l'avaient été tout au long de ce voyage. La petite Emma tenait toujours son journal contre sa poitrine, non plus comme une arme, mais comme un rappel de la vérité qu'il contenait. Lisa, bien que visiblement secouée, tenait la tête haute pour la première fois depuis des mois, ses yeux fixés sur son père avec un mélange d'amour et de remords que les mots ne pouvaient jamais pleinement exprimer. Le juge Thompson retira ses lunettes avec des mouvements lents et délibérés, essuyant les verres avec un mouchoir en soie blanc qu'il gardait toujours dans la poche de son blazer. Le silence dans la salle était si profond que le tic-tac doux de l'horloge murale pouvait être entendu. Il y avait quelque chose de différent dans son comportement aujourd'hui, une douceur dans ses gestes qui contrastait avec sa formalité habituelle, comme si la gravité du moment avait adouci même ses arêtes les plus tranchantes. Remettant soigneusement ses lunettes, il ajusta sa posture dans le fauteuil en cuir, le léger grincement résonnant dans la salle. Sa voix, lorsqu'elle brisa enfin le silence expectant, portait un poids qui semblait résonner dans chaque recoin de la salle d'audience. Ce tribunal, ayant examiné toutes les nouvelles preuves présentées, y compris le témoignage extraordinaire d'Emma Miller, à ce stade, les yeux se tournent brièvement vers la petite figure courageuse et la confession subséquente de Lisa Miller. N'ayant pas d'autre choix, je déclare John Miller innocent de toutes les charges. Le son du marteau frappant le banc résonna dans la salle comme un tonnerre, chaque réverbération marquant la fin officielle d'un cauchemar qui avait consumé la famille Miller pendant de nombreux mois. Le juge fit une pause, retirant de nouveau ses lunettes, cette fois laissant échapper une seule larme. Ses prochains mots tombèrent comme des gouttes de pluie après une longue sécheresse. De plus, ce tribunal reconnaît formellement le sacrifice extraordinaire démontré par M. Miller, un père qui a choisi d'affronter la mort pour protéger sa famille. Qu'il soit enregistré que son acte d'amour transcende notre compréhension commune de la justice. La transformation sur le visage de John était presque imperceptible pour la plupart des présents, mais Sarah, qui avait appris à lire chaque petite nuance de ses expressions durant les mois de bataille légale, le remarqua immédiatement. Il y avait un adoucissement subtil autour des yeux, une relaxation presque imperceptible des lignes de tension qui avaient marqué son visage si longtemps. Les profondes rides de son front, qui le faisaient paraître des décennies plus vieux que ses 45 ans, commencèrent à s'atténuer comme si des décennies d'inquiétude commençaient enfin à se lever sous le poids de cette nouvelle liberté. Emma, qui n'avait pas lâché la main de son père depuis que le verdict avait été annulé, fut la première à remarquer le mouvement à la table de l'accusation. « Papa » murmura-t-elle en serrant légèrement ses doigts, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Tous les regards dans la salle se tournèrent vers le procureur, qui se levait lentement de son siège, son visage habituellement impassible maintenant marqué par une émotion rarement vue dans ses 30 ans de carrière.
Le son de ses chaussures résonnait dans le silence absolu de la salle d'audience alors qu'il traversait l'espace entre la table de l'accusation et celle de la défense. Son costume impeccable, qui servait normalement de bouclier d'autorité, semblait maintenant peser sur ses épaules avec la reconnaissance de l'ampleur du moment. S'arrêtant devant John, et ajusta sa cravate dans un geste nerveux qui humanisa complètement sa présence auparavant intimidante. « Monsieur Miller », commença-t-il, sa voix habituellement forte maintenant chargée d'une humilité qui surprit même ses collègues les plus proches. « En tant que représentant de l'État, je vous dois plus qu'une simple excuse. Je vous reconnais le genre d'amour et de sacrifice qui transcende notre compréhension commune de la justice. » Et étendit la main, un geste qui portait plus de sens que n'importe quel mot. John hésita un instant, regardant d'abord Emma, puis Lisa, comme pour chercher la permission dans leurs yeux. Lisa hocha légèrement la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « J'ai passé ma carrière à croire que la justice et la loi étaient synonymes, poursuivit-elle, sa voix tremblante. Elle continua, la main toujours tendue, « Vous m'avez appris, monsieur Miller, que parfois, le plus grand acte de justice peut sembler aux yeux de la loi être sa plus grande transgression. Votre sacrifice n'a pas seulement sauvé votre famille, il nous a forcés à remettre en question notre compréhension entière de la culpabilité et de l'innocence. » John accepta finalement la main tendue, se levant de son siège dans un mouvement qui semblait porter le poids de tous les mois de détention. La poignée de main qui suivit entre les deux hommes, autrefois adversaires de côtés opposés d'un fossé apparemment insurmontable, maintenant unis par la reconnaissance d'une vérité plus grande que le système légal lui-même, déclencha une vague d'émotion qui balaya la salle comme une marée silencieuse. « Merci, » répondit John simplement, sa voix rauque d'émotion. « Pas pour moi, mais pour avoir enfin permis que la vérité soit révélée. Mes filles avaient plus besoin de cela que moi. » Le juge Thompson essuya discrètement ses propres larmes tandis que les deux assesseurs assis à ses côtés ne faisaient aucun effort pour cacher leurs larmes. Dans la galerie, Madame Thompson sanglotait ouvertement dans son mouchoir en dentelle tandis que Monsieur Jenkins mettait un bras réconfortant autour de ses épaules. Sarah observa la scène avec une boule dans la gorge, pleinement consciente qu'elle assistait à un moment rare où les murs institutionnels du système de justice se dissolvaient pour révéler l'humanité en dessous. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience, créant un motif de lumière qui semblait se concentrer spécialement sur l'espace où les deux hommes tenaient encore la main. Une scène qui serait mémorisée par tous les présents comme le moment où la justice et la compassion se rencontrèrent enfin en parfaite harmonie. La sortie de la salle d'audience fut un moment qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient vécu, comme un portrait vivant de la rédemption. Les lourdes portes en chêne du bâtiment s'ouvrirent, laissant entrer un souffle d'air frais et la lumière de midi, faisant cligner plusieurs fois les yeux de John Miller, ses yeux peu habitués à la luminosité naturelle après des mois sous des lumières fluorescentes. Emma et Lisa, une de chaque côté de leur père, le soutenaient à la fois physiquement et émotionnellement. Emma tenait fermement sa main droite et Lisa stabilisait doucement son coude gauche en descendant les marches en marbre usé et lisse par le temps. « Prenez votre temps, papa », chuchota Lisa, remarquant l'hésitation de sa tête à chaque pas. « Nous avons tout le temps du monde maintenant. » La lumière du soleil jouait sur ses cheveux qui commençaient à montrer des mèches grisonnantes prématurées aux tempes après ses mois en prison. Emma, toujours serrant la main de son père, ne pouvait contenir son sourire radieux même si des larmes coulaient librement sur son visage. La foule rassemblée sur les marches du palais de justice était plus grande que quiconque ne l'avait anticipé. Voisins, anciens clients, curieux spectateurs et journalistes formaient une mer de visages s'étendant jusqu'à la rue. Lorsque la famille émergea, un silence révérencieux tomba sur la foule qui se sépara instinctivement pour former un corridor humain à travers lequel les Miller pouvaient passer. Les seuls sons étaient le bruissement doux des feuilles dans les arbres bordant les marches du palais de justice et le clic discret occasionnel des appareils photo des photographes les plus respectueux. John Miller, une voix tremblante rompit le silence. Madame Thompson, s'appuyant sur sa canne finement sculptée, s'avança parmi la foule. Son visage ridé était marqué par des larmes, mais son sourire était radieux. Dans ses mains usées, elle tenait un petit trousseau de clés, usé par l'usage et familier aux yeux de John. Les clés de l'atelier de mécanique. « Nous avons tout gardé comme vous l'avez laissé, John, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion alors qu'elle tendait les clés. « Nous n'avons jamais cessé de croire. » Ces mots semblaient porter le poids de tous ces mois d'attente et de foi. John tendit sa main libre pour accepter les clés. Pendant un instant, ses doigts touchèrent ceux de Madame Thompson. Un contact bref mais profondément significatif. Ce premier geste de soutien sembla briser une barrière invisible.
Monsieur Jenkins, le propriétaire de la société de livraison, s'avança, tenant un dossier en cuir. Les documents de votre atelier, expliqua-t-il en s'éclaircissant la gorge pour dissimuler son émotion. J'ai tout gardé en ordre, renouvelé toutes les licences. Une jeune mère s'approcha avec son petit garçon portant un panier couvert d'un tissu à carreaux. Vous avez réparé ma voiture le jour où ce petit a vu le jour, dit-elle doucement. Vous n'avez rien facturé, vous avez dit que c'était votre cadeau pour le bébé. Il a maintenant 5 ans et nous n'avons jamais oublié votre gentillesse. Les offres continuaient d'affluer. Une pile de cartes de bienvenue du voisinage, une plante en pot pour le bureau de l'atelier, même une toute nouvelle boîte à outils. Chaque objet était un petit morceau de la vie que John avait été contraint de laisser derrière lui, maintenant rendu avec intérêt, enveloppé d'amour et de regret. Sarah observa la scène depuis les marches supérieures du palais de justice, se tenant à côté du procureur et qui restait silencieux, visiblement ému par le moment. Le soleil de midi créait un effet presque éthéré, faisant briller les larmes sur les visages de la foule comme de minuscules diamants. C'est comme si toute la ville demandait pardon, murmura et plus pour lui-même que pour Sarah. Elle hocha légèrement la tête en regardant John accepter chaque geste, chaque cadeau, chaque mot d'excuse avec la même grâce sereine qui avait défini son sacrifice depuis le début. La douce brise de l'après-midi faisait doucement bouger les cheveux d'Emma alors qu'elle absorbait tout avec des yeux écarquillés, tenant toujours fermement la main de son père. Lisa, quant à elle, gardait un bras protecteur autour des épaules de son père, comme si elle craignait que quelqu'un essaie de l'emmener à nouveau. La famille Miller réunie sous le ciel ouvert formait une image d'unité et de force que même les journalistes les plus chevronnés ne pouvaient s'empêcher d'essuyer discrètement leurs larmes. L'impact de la vérité révélée dans l'affaire Miller s'était répercuté bien au-delà des marches du palais de justice, créant des vagues de changements dans tout le système judiciaire. À la préfecture de police centrale, une salle autrefois utilisée pour les archives avait été transformée en centre d'opération pour une nouvelle unité spéciale. Des tableaux blancs tapissaient les murs, remplis de chronologies et de diagrammes de cas similaires nécessitant une révision. Des détectives vétérans travaillaient côte à côte avec des enquêteurs récemment formés pour identifier les schémas de fausses confessions motivées par des liens familiaux. C'est incroyable comme une seule affaire peut nous ouvrir les yeux, commenta le détective Roberts, un vétéran de 20 ans, en épinglant une autre photo au mur. Combien d'autres John Miller existent-ils ? Combien de parents, de frères et sœurs ou de conjoints prennent la responsabilité de quelque chose qu'ils n'ont pas fait ? Son partenaire, le détective Shen, nouvellement affecté à l'unité spéciale, ajouta un autre dossier à la pile croissante sur son bureau. Nous avons déjà identifié 3 cas cette semaine avec des schémas similaires. Le procureur, qui avait passé des nuits blanches depuis la conclusion de l'affaire Miller, convoqua une réunion spéciale avec son équipe. L'auditorium du bureau du procureur était rempli de procureurs de différents districts, rassemblés pour entendre son annonce. Ce qui s'est passé dans l'affaire Miller ne peut pas être considéré comme une exception, commença-t-il, la voix lourde à la fois d'expérience et de regret. Nous devons établir des protocoles spécifiques pour enquêter sur les affaires où de forts liens familiaux existent. Nous ne pouvons plus nous permettre d'accepter des confessions sans questionner les motivations profondes qui les sous-tendent. Sarah avait été invitée à cette réunion et observait depuis l'arrière de la salle tandis qu'elle présentait sa proposition pour une nouvelle unité spécialisée. Cette unité, expliqua-t-il en projetant des diapositives détaillées sur l'écran, se concentrera exclusivement sur l'investigation des allégations de fausses confessions motivées par des liens familiaux. Nous collaborerons avec des psychologues légistes, des travailleurs sociaux et des experts en dynamique familiale. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Sarah, une reconnaissance silencieuse du rôle qu'elle avait joué dans cette transformation. Dans son propre bureau à l'Institut de l'Innocence, Sarah observait ces changements systémiques se dérouler avec un mélange de satisfaction professionnelle et d'émotion personnelle. Son bureau, autrefois dominé uniquement par l'affaire Miller, abritait maintenant une nouvelle pile de dossiers, chacun représentant une famille différente déchirée par des secrets et des sacrifices similaires. Son assistante Maria entra avec un autre dossier. « Cela vient d'arriver », expliqua Maria. Un autre cas de confession douteuse. Le schéma est étrangement similaire à celui de Miller. Le mur derrière le bureau de Sarah, qui autrefois n'affichait que ses diplômes et certificats, présentait maintenant une nouvelle addition, une photographie encadrée de la famille Miller le jour de la libération de John, accompagnée d'une petite plaque gravée des mots « La vérité a le pouvoir de guérir ». À côté, une fresque grandissante d'autres affaires en cours commençait à prendre forme, chacune représentant une autre famille en attente de rédemption. Je n'aurais jamais imaginé qu'une seule affaire pourrait avoir un tel impact, commenta un collègue avocat en jetant un coup d'œil à la fresque.
Sarah sourit doucement, ajustant ses lunettes alors qu'elle ouvrait un autre dossier. Ce n'était pas seulement une affaire, répondit-elle. C'était une fille de 9 ans qui nous a appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers une véritable justice. Le téléphone sur son bureau sonnait constamment maintenant, d'autres avocats cherchant des conseils, des familles désespérées en quête d'aide, des journalistes demandant des interviews sur les faits Miller, comme certains l'avaient commencé à l'appeler. Sarah répondait à chaque appel avec la même dévotion, consciente que le sacrifice de la famille Miller avait planté des graines de changement qui continueraient de croître bien après que les gros titres se seraient estompés. Sur son bureau, dans un cadre modeste, Sarah gardait un dessin qu'Emma avait fait, une étoile brillante avec les mots « La vérité nous libère » écrit dans son écriture enfantine. Cela servait de rappel constant que derrière chaque affaire, derrière chaque dossier, il y avait de vraies personnes, de vraies familles en attente de trouver la vérité et la rédemption qu'elles pouvaient apporter. Lisa naviguait dans son propre parcours de rédemption, un chemin aussi difficile que nécessaire. La chambre chaleureuse du docteur Martinez, avec ses murs verts doux et ses fauteuils confortables, était devenue un espace sûr où Lisa pouvait enfin commencer à démêler les nœuds complexes de culpabilité et de traumatisme qui s'étaient accumulés dans son cœur. Lors des premières séances, Lisa pouvait à peine parler, ses mots étouffés par des sanglots réprimés. Le psychologue, expert en traumatisme chez les jeunes, attendait patiemment, offrant une présence stable et compréhensive. « J'ai l'impression de porter 2 poids différents », expliqua Lisa lors d'une séance particulièrement intense, ses doigts tordant nerveusement l'ourlet de sa blouse. La culpabilité de ce qui s'est passé cette nuit-là et puis une culpabilité encore plus grande pour le sacrifice de mon père. Le docteur Martinez acquiesça doucement, lui offrant un mouchoir. « Et lequel de ces poids te semble le plus lourd aujourd'hui » demanda-t-il, sa voix douce créant un espace sûr pour les vérités les plus dures. Les séances de thérapie familiale avaient lieu dans une grande salle avec des canapés disposés en cercle et une grande fenêtre laissant entrer la lumière naturelle. C'est ici que John, Lisa et Emma se retrouvaient chaque semaine pour reconstruire les liens qui avaient été mis à l'épreuve jusqu'à leur point de rupture. Lors d'une de ces séances, Emma surprit tout le monde en sortant un projet artistique scolaire de son sac à dos. « Ceci est notre constellation familiale », expliqua-t-elle en montrant un dessin où 3 étoiles de tailles différentes étaient reliées par des lignes dorées. « L'enseignant nous a demandé de dessiner notre famille et j'ai pensé que même quand il fait nuageux et que nous ne pouvons pas voir les étoiles, elles sont toujours là, connectées. » Le silence qui suivit ces mots était rempli des larmes silencieuses de John et Lisa. À la maison, le processus de guérison continuait de manière plus petite mais tout aussi significative. Lisa commença à aider Emma avec ses devoirs, quelque chose qu'elle avait arrêté de faire pendant les mois les plus sombres. Les 2 sœurs développèrent un nouveau rituel nocturne, assises sur le porche à regarder les étoiles, parfois en parlant, d'autres fois simplement en partageant un silence confortable. « Tu sais, dit Emma un soir, sa petite voix ferme brisant le silence, ce vieux journal aurait peut-être révélé la vérité, mais nous écrivons une nouvelle histoire maintenant. » Le journal en question reposait désormais dans un tiroir du bureau d'Emma, soigneusement enveloppé dans une écharpe en soie appartenant à leur mère. Il n'était plus le répertoire effrayant de secrets qu'il avait été autrefois, mais plutôt un témoignage du courage nécessaire pour affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Parfois, Emma le sortait simplement pour toucher sa couverture, comme pour se rappeler le pouvoir de la vérité à les libérer. John participait également à des séances de thérapie individuelle, travaillant à traiter son propre traumatisme et à apprendre à faire face aux peurs persistantes qui le réveillaient encore certaines nuits. Parfois, il admettait lors d'une séance familiale, « Je vérifie toujours les chambres des filles la nuit juste pour m'assurer qu'elles sont vraiment là. » En entendant cela, Lisa tendit la main et prit la sienne, un geste simple mais rempli d'une profonde compréhension mutuelle. Le docteur Martinez introduisit plusieurs techniques thérapeutiques pour aider la famille à traiter leur traumatisme, dont l'écriture de lettres, non pas à envoyer, mais pour exprimer des sentiments difficiles à verbaliser. Lisa en écrivit une à sa mère, déversant toute la douleur et les regrets qu'elle avait portés, page après page. « Je souhaite juste qu'elle puisse me dire qu'elle me pardonne, dit Lisa lors d'une séance, sa voix tremblante. Ta mère vit à travers l'amour que ton père a montré. » Le thérapeute répondit doucement, « Quelle preuve plus grande de pardon pourrais-tu avoir ?» Le processus était lent, mais le changement était visible. Les sourires de Lisa, autrefois rares et forcés, commençaient à apparaître plus naturellement. Ses notes scolaires, qui avaient chuté pendant la période la plus difficile, commencèrent à s'améliorer. Plus significativement, elle commença à faire des projets pour l'avenir, quelque chose qui, pendant longtemps, lui avait semblé un luxe qu'elle ne méritait pas. La communauté entourant l'atelier mécanique subit sa propre transformation,
tout aussi profonde mais plus discrète. Le bâtiment, qui pendant des mois s'était tenu comme une structure fantomatique marquée par du ruban de police et entourée de murmures de condamnation, retrouva progressivement son âme. John consacra une semaine entière au nettoyage et à la réorganisation, Lisa insistant pour l'aider à repeindre l'extérieur. La teinte de bleu qu'ils choisirent était de quelques tons plus clairs que l'original, un changement subtil symbolisant un nouveau départ. « Nous devons remplacer cette vieille enseigne », remarqua Lisa un matin en pointant les lettres fanées de la pancarte de l'atelier. John fit une pause dans son travail, essuyant la graisse de ses mains avec un chiffon déjà taché. « Ta mère a choisi cette police », répondit-il doucement. Emma, qui organisait des outils sur l'un des établis, s'approcha avec une suggestion. « Nous pouvons garder le même style, papa, il suffit de le rendre nouveau et plus lumineux. » Les premiers jours après la réouverture apportèrent une procession constante de voitures et de visages familiers. Madame Thompson fut la première à arriver, sa vieille berline faisant des bruits qu'elle avouait avoir ignorés volontairement pendant des semaines, attendant ce moment. « Personne d'autre ne touche ma voiture, John, déclara-t-elle fermement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle lui remettait les clés. « Je ne fais confiance qu'à toi. » Monsieur Jenkins arriva peu après avec son camion de livraison nécessitant une révision que n'importe quel autre atelier aurait pu gérer. Alors que John examinait le moteur, le client de longue date déglutit inconfortablement. « Tu sais, John, à l'époque, j'aurais dû parler, te défendre davantage. » John émergea du capot en regardant son vieil ami avec des yeux bienveillants. « Tu es ici maintenant, Jenkins, c'est ce qui compte. » L'atelier devint rapidement plus occupé que jamais. Certaines voitures nécessitaient réellement des réparations, mais d'autres n'étaient que des excuses transparentes pour que leurs propriétaires offrent leurs propres mots de remords et de réconciliation. Une femme âgée apporta sa voiture parfaitement fonctionnelle, insistant sur le fait qu'elle avait entendu un bruit étrange, tandis que John feignait poliment de chercher le problème inexistant. Elle remplit les mains d'Emma de biscuits faits maison et laissa une enveloppe d'argent que John tenta en vain de retourner. John accepta chaque geste, chaque excuse mal déguisée, chaque tentative de compensation avec la même grâce silencieuse qui avait défini son sacrifice pour lui. Chaque réparation devenait une opportunité de reconstruire non seulement des machines, mais aussi les liens communautaires qui avaient été si sévèrement testés. Ses mains, qui n'avaient jamais perdu leur habileté avec les outils, semblaient maintenant porter un pouvoir supplémentaire de guérison. Lisa commença à passer plus de temps à l'atelier après l'école, d'abord simplement à observer son père travailler, puis à montrer un intérêt réel pour apprendre le métier. « Vas-tu m'apprendre » demanda-t-elle un après-midi, tenant une clé comme si c'était quelque chose de précieux. Le sourire de John illumina tout son visage. « Viens ici » dit-il en l'invitant à s'approcher. « Je vais te montrer comment ta mère organisait les outils. » Elle avait son propre système. Les murs de l'atelier, autrefois dépouillés après les enquêtes policières, commençaient à reprendre vie. De vieilles photos furent réaccrochées, désormais accompagnées de nouveaux souvenirs. Emma insista pour accrocher des dessins colorés parmi les certificats techniques, ajoutant un contraste joyeux aux outils et à la machinerie. Le calendrier mural, qui auparavant ne marquait que les rendez-vous de service, mettait maintenant également en avant des événements communautaires. Un barbecue caritatif ici, une kermesse de rue là. La transformation était si complète que l'atelier devenait progressivement plus qu'un simple lieu de travail, c'était un témoignage vivant de la façon dont la vérité, même douloureuse, avait le pouvoir de guérir et de transformer. L'odeur caractéristique d'huile et de métal se mêlait maintenant à l'arôme de café frais, gracieuseté de Madame Thompson qui insistait pour apporter un thermos chaque matin, et parfois au parfum de gâteaux et de tartes que les clients laissaient nonchalamment sur le comptoir. 6 mois après la libération de John, le petit jardin de la maison des Miller s'était transformé en un symbole vivant de renouveau. Les fleurs que Marie, la mère d'Emma, avait plantées des années auparavant refleurissaient sous les soins dévoués de Lisa, qui avait découvert le jardinage comme forme de thérapie. Le parterre de roses rouges, autrefois négligé, éclatait de couleurs vibrantes, leurs pétales se balançant doucement dans la brise du soir. Le soleil couchant peignait le ciel d'une palette impressionniste d'or et de roses, créant un décor presque éthéré pour un moment. Sarah, invitée spéciale au dîner, savait qu'elle chérirait ce souvenir pour toujours. « Papa, regarde, j'ai attrapé une autre luciole » cria Emma, ses mains délicates tenant une autre luciole qu'elle venait d'attraper sur la pelouse fraîchement tondue, laissant des empreintes dans l'herbe encore humide du système d'irrigation que John avait réparé le week-end précédent. Sa robe florale flottait à chaque mouvement et son rire, désormais plus fréquent et insouciant, résonnait dans le jardin comme une mélodie qui avait été absente trop longtemps. « Regarde, Sarah, ma chérie,
appela John depuis la table dressée sous le grand chêne, le même arbre où, des années auparavant, il poussait les filles sur une balançoire jusqu'à ce que ses bras se fatiguent. La vieille balançoire était toujours là, ses cordes récemment remplacées se balançant doucement dans la brise du soir comme un rappel silencieux des temps plus simples. Lisa aidait à dresser la table, plaçant soigneusement les assiettes sur la nappe en dentelle blanche que leur mère utilisait pour les occasions spéciales. Ses mouvements étaient maintenant plus fluides, plus confiants, bien qu'elle portât encore les cicatrices invisibles de son expérience. Quelque chose dans son attitude avait changé. La thérapie aidait, mais c'était plus que cela. C'était comme si chaque petit acte de pardon, chaque moment de joie retrouvé dissolvait progressivement le poids de la culpabilité qui avait obscurci ses yeux pendant si longtemps. J'ai pensé à apporter le dessert préféré de maman, dit Lisa en plaçant un plat couvert au centre de la table, une tarte aux pommes à la cannelle dont tante Margaret lui avait appris la recette. Ses yeux croisèrent ceux de son père et ils partagèrent un moment de compréhension silencieuse. John sourit, tendant la main pour toucher doucement le bras de sa fille. « Elle serait si fière de toi, dit-il, sa voix portant ce mélange unique de joie et de nostalgie qui était devenu familier au cours des derniers mois. Emma s'approcha de la table, tenant toujours sa luciole captive. « Puis-je faire un vœu avant de la lâcher ?» demanda-t-elle, ses yeux brillant de la même lumière que les petits insectes dansant dans le jardin. « Que pourrais-tu souhaiter de plus ?» taquina affectueusement Lisa en passant ses doigts dans les cheveux de sa sœur. « Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. » Sarah observa la scène avec une boule dans la gorge, pleinement consciente qu'elle assistait à quelque chose de précieux. La table dressée dans le jardin, avec ses bougies protégées par des bocaux en verre peints par Emma à l'école, les assiettes de la famille soigneusement disposées et l'arôme de la tarte aux pommes se mêlant au parfum des roses, formaient une tapisserie vivante de guérison et de renouveau. Les lumières du jardin commencèrent à s'allumer automatiquement à l'approche de la nuit, diffusant une lueur douce qui se mêlait à la lumière naturelle restante. John avait installé les lumières lui-même, dans le cadre de son projet continu de transformer le jardin en un sanctuaire pour sa famille reconstruite. Chaque petit détail, des lanternes japonaises suspendues aux branches inférieures du chêne aux pots de fleurs placés stratégiquement autour de la pelouse, témoignait du pouvoir transformateur de la vérité et du pardon. Toute la scène semblait encadrée par une lumière dorée qui ne provenait pas seulement du soleil couchant, mais semblait émaner du bonheur revenant lentement habiter cet espace. C'était comme si chaque épreuve, chaque larme versée, chaque bataille menée avait été nécessaire pour créer cette nouvelle version de la famille, une version plus forte, plus profonde et plus consciente de la valeur de chaque moment partagé. Pendant le dîner, la conversation coulait avec une aisance naturelle qui ressemblait à un précieux cadeau après tant de mois de séparation et de silence forcé. L'arôme de la lasagne faite maison par tante Margaret, le plat préféré de John, remplissait l'air, se mêlant au doux parfum des bougies qu'Emma avait insisté pour allumer afin de rendre la soirée spéciale. Le doux cliquetis des couverts contre les assiettes de la famille, les cadeaux de mariage de la défunte mère des filles, créaient une mélodie familière et réconfortante. « Tu te souviens comment maman insistait toujours pour utiliser ces assiettes le dimanche ?» demanda Emma en traçant délicatement son doigt le long du rebord doré de l'assiette. « Même quand c'était juste pour de la pizza. » Son commentaire fit sourire tout le monde à table, y compris Sarah qui observait la scène avec le cœur rempli. Elle disait que chaque repas de famille était une occasion spéciale, ajouta John, sa voix chargée d'émotion mais stable. Il fit une pause en se servant plus de salade, un geste banal qui portait maintenant un poids spécial après des mois de repas institutionnels en prison. Je pense que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Lisa, qui avait été plus silencieuse, jouait avec la nourriture dans son assiette, déplaçant les morceaux sans réellement manger, ses yeux parfois remplis de larmes qu'elle essayait rapidement de cligner. Ce n'étaient plus des larmes de douleur ou de culpabilité, mais une gratitude si profonde qu'elle semblait déborder spontanément. « Papa » commença-t-elle, sa voix à peine un murmure, « j'ai pensé que peut-être nous pourrions rouvrir l'atelier ensemble. Je veux apprendre tout ce que tu peux m'enseigner. » Les mots sortirent hésitamment, comme si elle n'était toujours pas sûre de mériter de faire des projets pour l'avenir. John posa doucement sa fourchette, ses yeux se verrouillant avec ceux de sa fille d'une manière qui fit retenir son souffle à Sarah. « Rien ne me rendrait plus heureux, ma chérie, répondit-il. Le sourire qui illumina le visage de Lisa à ce moment-là semblait contenir toute la lumière qui avait manqué pendant les derniers mois. À cet instant, Lisa ne put contenir l'émotion qui la consumait. Elle se leva brusquement de sa chaise, la serviette tombant au sol. En quelques pas seulement, elle était aux côtés de son père. Sans un mot, elle l'enlaça dans un câlin qui semblait vouloir compenser chaque étreinte perdue, chaque moment volé. John la serra fort, comme s'il avait attendu ce moment depuis le jour où il avait été emmené.
Emma n'hésita pas une seconde, laissant tomber sa fourchette à moitié mordue, elle sauta pratiquement de sa chaise pour rejoindre le câlin, ses petits bras essayant d'enrouler à la fois son père et sa sœur comme pour les encourager à rester ensemble par pure détermination. Le temps sembla suspendre son flux habituel en cet instant. La douce lumière des bougies dansait sur les murs, projetant des ombres qui bougeaient comme dans leur propre rythme silencieux. L'horloge murale faisait doucement tic-tac, mais son son semblait lointain, comme si elle respectait la sacralité de ce moment. C'était comme si tout l'univers s'était arrêté pour être témoin de cette réconciliation, de ce moment sacré où une famille brisée retrouvait son intégrité. Sarah, toujours assise à la table, sentit ses propres larmes couler silencieusement sur ses joues. En tant qu'avocate, elle avait été témoin d'innombrables moments de victoire dans les salles d'audience, mais aucun n'était comparable à celui-ci, une victoire non seulement de la justice, mais aussi de l'amour dans sa forme la plus pure et la plus sacrificielle. La scène devant elle était la preuve vivante que certaines blessures, aussi profondes soient-elles, peuvent guérir et que certains liens sont trop forts pour être brisés, même par les épreuves les plus dures. Avant de partir, Sarah s'arrêta dans le petit bureau de John, un espace qui avait autrefois été simplement fonctionnel pour stocker des papiers, mais qui s'était maintenant transformé en quelque chose de bien plus significatif. La lumière dorée de la fin de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, ses rideaux nouvellement accrochés projetant des motifs délicats sur le tapis neuf que Lisa avait choisi pour égayer la pièce. Le léger parfum du bois poli se mêlait à l'arôme des nouveaux livres, une petite bibliothèque que la famille construisait ensemble, chaque volume étant une promesse de soirée de lecture partagée qu'ils avaient manqué pendant leur mois de séparation. Les murs, autrefois nus et impersonnels, affichaient maintenant une collection croissante de moments capturés depuis la libération de John. Des sourires retrouvés, des câlins spontanés et des célébrations modestes d'une normalité durement méritée. Dans un coin, Emma avait revendiqué un petit espace de travail pour elle-même. Un bureau en bois clair, fabriqué à la main par John dans l'atelier, se tenait soigneusement contre le mur. Sur celui-ci reposait son nouveau journal, relié en cuir bleu doux, un choix délibéré pour le distinguer du carnet d'école qui avait autrefois porté le poids de ses secrets. Sarah s'approcha discrètement, remarquant comment la lumière jouait sur les lettres dorées gravées sur la couverture. Souvenir de notre étoile lisait les mots. Les pages, principalement vierges, promettaient une histoire différente de celle qu'elles avaient vécue. La première page était ouverte, révélant l'écriture soigneuse d'Emma, chaque mot écrit avec une détermination bien au-delà de ses 9 ans. Notre famille est comme une étoile, même dans les nuits les plus sombres, nous continuons de briller ensemble. Alors que Sarah se préparait à partir, elle entendit les rires des filles venant du jardin, mêlés à la voix profonde et douce de John. Le son flottait à travers les fenêtres ouvertes comme une mélodie de guérison, lui rappelant que certaines histoires, même les plus douloureuses, pouvaient trouver non seulement une fin, mais un nouveau commencement. Le bureau était devenu plus qu'un sanctuaire de souvenirs, c'était un témoignage vivant que l'amour, lorsqu'il est enraciné dans la vérité, avait le pouvoir de reconstruire non seulement les espaces, mais aussi les cœurs.